Mesdames, Messieurs, je vous dis bonsoir avec beaucoup de plaisir d'être face à vous avec les débatteurs qui m'entourent, d'être face à vous, corps présent. J'emprunte au registre des magistrats. C'est vrai que ces événements qui nous privent de nous voir, c'est triste. Alors, les organisateurs ont bien fait les choses en termes de précautions sanitaires. Vous voyez, jusqu'à nos micros qui sont désinfectés avant de nous être confiés. Et puis, vous le savez, ce débat est aussi accessible de manière distancielle pour ceux qui ne sont pas dans cette salle. Mais merci beaucoup d'y être. C'est autrement plus agréable pour les débatteurs, je pense, d'avoir un public. On ne vous verra pas d'ailleurs dans la retransmission, je vous le dis. Ça ne veut pas dire qu'il faut dormir, parce que nous on le voit. Mais pour le reste, nous, voilà, on a la satisfaction de voir une partie de vos visages, et c'est majeur. Je me présente à vous, parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de projection, alors je vais présenter ceux qui m'entourent, mais je commence par vous dire qui je suis. Henri Buzicazo, je préside l'Institut du management des services immobiliers, qui forme les futurs professionnels, les futurs syndics en particulier de copropriété, qui fait aussi de la formation continue pour ceux qui sont déjà en activité. Et puis voilà, j'ai aussi, je mets ça ailleurs, une activité éditoriale. J'essaie d'avoir un regard critique sur les grands sujets qui nous concernent. Celui qu'on va traiter ce soir avec les experts qui ont été choisis est un sujet clé. Alors je ne sais pas si le sujet en soi doit être pris sans discussion ou si on peut discuter le sujet. Moi je vous incline, parce qu'avant d'être dans l'immobilier j'ai fait un peu de philosophie, donc on m'a appris l'impertinence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le sujet, je demande à ceux qui m'entourent, tel quel. Si vous trouvez que le sujet est mauvais, il faut le dire. Hein, voilà. Ça m'est arrivé de dire au jury que je trouvais que le sujet était saugrenu. Bon. Ça m'a pas toujours réussi, mais enfin bon. Mais là, on ne vous mettra pas de notes. Soyez impertinents. On vous propose de vous éclairer sur la consécration des missions du syndic par la loi Elan. Quand on dit par la loi Elan, c'est bien sûr aussi par les textes qui en découlent, à commencer par l'ordonnance du 30 octobre 2019. Voilà, le sujet a été posé, le postulat, c'est qu'il y a une consécration, terme religieux, hein, et je peux vous dire, parce qu'on en a un petit peu parlé sans faire le débat avant le débat, que déjà l'intitulé interroge. Voilà. Alors, pour répondre à cette question, peut-être déjà la mettre en cause, Caroline Jaffuel, magistrat honoraire, et puis bon, une spécialiste reconnue de l'univers de la copropriété, et voilà, familière de ces rencontres. Elle a été magistrat et à plusieurs endroits, présidente de chambre, cour d'appel de Douai, je crois que c'était votre dernière fonction, mais on se rappelle aussi que au ministère de la Justice, à la direction des affaires civiles et du Sceau, vous avez eu voilà, une action déterminante pour faire évoluer le droit et puis dans la relation avec les professionnels. Moi, je garde un souvenir nostalgique de cette période-là. Je ne suis pas sûr que vous ayez été remplacé. Voilà, je m'autorise ça. En tout cas, vous allez nous donner votre regard avisé. Gilles Frémont, il est le président d'une association dont il est le fondateur, hein, l'Association nationale des gestionnaires de copropriété. Il pourra en dire deux mots d'ailleurs, parce que je pense que c'est encore une start-up, il peut la présenter, même si elle commence à avoir une forte notoriété, et elle est bien méritée. David Rodriguez, c'est une institution, hein, voilà. C'est une institution. Si, parce que voilà, parce qu'il est lui aussi un interlocuteur très assidu, très régulier de la profession, et juriste à la CLCV. C'est un grand spécialiste de l'univers de la copropriété. Il siège au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, je dois ajouter ça aussi. Voilà. Alors, règle du jeu, chacun d'abord, et puis il y aura sans doute un débat,
je m'y emploierai, va vous donner sa lecture de ce sujet, et va estimer s'il y a ou pas des raisons de penser que la loi Elan consacre le syndic. Des questions en toute fin de séquence, on va débattre à peu près 1 heure, hein, et en toute fin de séquence, des questions de votre part, des questions aussi posées digitalement, me permettront de relancer, d'approfondir. Mais on ne va pas interrompre le débat, on ne va pas le séquencer si vous le voulez bien. Voilà. Madame, je vais commencer par vous, aussi parce que vous allez pouvoir être didactique sur la loi Elan et sur les grands domaines qui permettraient de penser que le législateur a voulu, dans ce texte ou dans l'ordonnance, consacrer la mission du syndic. Voilà, alors faites votre lecture à vous, et encore une fois, soyez impertinente si vous le souhaitez. Merci, Monsieur Buzicazo, merci aussi pour les compliments que je ne mérite pas. Mais moi, dans le titre, nous avons bien consécration, point d'interrogation. Et je me suis dit que le texte, notamment qu'on a examiné tout à l'heure sur les missions de syndic, il est un peu contradictoire. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a parlé du mandat de syndic, de la confiance. La confiance, quand vous n'avez plus confiance, vous avez soit la démission du mandataire, soit la révocation par le mandant, et c'est simplement lorsque c'était abusif qu'il y avait des dommages et intérêts alloués, mais comme la confiance, ça ne se commande pas, et quelque part c'est un peu irrationnel, on a confiance ou pas, eh bien on considérait que c'était un droit pour le syndic de démissionner, un droit pour le syndicat de révoquer, et ce qu'on sanctionnait, c'était l'abus. Aujourd'hui, on voit que dans les textes, on ne parle plus de mandat du syndic, je pense qu'il est toujours un mandataire, on parle de contrat. Et on a la résiliation du contrat, au tort de l'un, au tort de l'autre, la possibilité. Donc, ça m'a un peu alerté sur les missions du syndic, telles qu'elles sont conçues aujourd'hui, ont changé par rapport à ce qu'elles étaient avant. Ça, c'est le premier point. D'un autre côté, la confiance n'a pas complètement disparu, puisqu'on a une confiance des pouvoirs publics, notamment en vue de dénoncer l'habitat insalubre, enfin les marchands de sommeil. Et on a aussi une confiance qu'on n'avait jamais vue, c'est qu'il est dit aujourd'hui que le syndicat, l'Assemblée générale, peut déléguer au syndic des prises de décision sans indiquer précisément ce que c'est. Donc, consécration, je ne sais pas, mais nouvelle mission du syndic et une image nouvelle, sans doute oui. Parfait. Gilles, un petit mot sur la NGC d'abord. Oui, on a créé cette association fin 2016 pour promouvoir le métier de gestionnaire de copropriété. Alors, je suis moi-même gestionnaire de copropriété, je travaille au cabinet Coras depuis 17 ans. Je suis salarié, je suis collaborateur. Et donc on a créé cette association parce que d'abord on est très attaché et on éprouvait quand même un certain malaise de voir que la profession était décriée, mal aimée, que les jeunes s'en détournent complètement. Quand on aime quelque chose, ce qui est le cas avec notre métier, on a envie de le défendre, on a envie d'en parler. Et donc on le fait au travers de cette association. Aujourd'hui, on a à peu près 500 adhérents. Et puis toute une communauté de personnes qui nous suivent, notamment sur les réseaux où on est très actif. Et vous intervenez au sein des écoles, j'en parle d'expérience, avec beaucoup de talent et d'enthousiasme. Effectivement, on va sur le terrain, on rencontre les jeunes dans les amphithéâtres et on leur présente le métier sur PowerPoint avec tous les aspects, travaux, juridiques, compta, relations clients. Et on essaye de susciter des vocations, ou en tout cas au moins de susciter un intérêt, en tout cas au moins à minima de faire connaître le métier. Parce que c'est absolument pas le cas dans les écoles. Il y a à peu près 3% de jeunes qui sortent dans ces écoles immobilières qui font de la copropriété. 5 les bonnes années. Voilà. Donc il y a un vrai problème parce qu'il y a des débouchés, c'est un métier qui est très riche, très polyvalent, très intéressant, on ne s'ennuie jamais, il n'y a évidemment pas de chômage. Donc il y a un décalage qu'on essaye de corriger.
Pour en revenir au sujet, alors moi je vais être impertinent, je ne suis pas d'accord évidemment avec le titre du débat. La loi Elan a-t-elle consacré les missions du syndic? Je ne vois pas en quoi la loi Elan a consacré les missions du syndic. Je dirais plutôt la loi Elan a encadré le syndic, continue de punir le syndic. Pour rentrer dans le détail, on a quoi comme réforme dans la loi Elan? On a la mise en concurrence qui revient de façon annuelle, sauf dispense et autres, on en discutera peut-être après. Donc mon voisin de droite qui est à votre gauche, bon, vous choisissez, je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, peut-être fera une autre lecture de cette mise en concurrence. Mais en tout cas, légitimement, tu trouves que... Oui, c'est un mauvais signal, c'est une défiance envers le syndic. Je crois que c'est peut-être même la seule profession où on impose une mise en concurrence. Je rappelle quand même qu'on est dans une relation de droit privé, donc je ne parle même pas du contrat de syndictique, qui est un décret. Pour une relation de droit privé, c'est gênant, mais ça, c'est pas la loi Elan, c'est la loi Allure. Et le sujet aujourd'hui, c'est la loi Elan. Donc, la loi Elan, c'est la mise en concurrence obligatoire du syndic, absurde. C'est-à-dire qu'on oblige le conseil syndical à mettre en concurrence son syndic, même s'il n'a pas envie d'en changer. La loi Elan, c'est les pénalités de retard infligées au syndic lorsqu'il y a un retard de transmission pour les documents de la copropriété. Donc c'est punitif, c'est 15 € par jour au bout d'un mois. Et je rappelle que ces documents sont déjà sur l'extranet. Donc un dispositif qui ne sert absolument à rien, à part... Lequel extranet voit son contenu précisé aussi. Oui. À part un dispositif vexatoire, si vous voulez. Et puis on a dans la loi Elan la possibilité aujourd'hui nouvelle pour le président du conseil syndical d'assigner son syndic en cours de mandat, ce qui n'était pas possible avant par rapport à la représentation légale du syndicat des copropriétaires. Donc moi je vois que ça. Donc clairement que des points négatifs. En point positif, on aurait pu, si jamais, on en parlera tout à l'heure, le plan pluriannuel de travaux était sorti, replacer le syndic un peu au centre du jeu, le syndic en tant que assistant à maître d'ouvrage, le syndic qui mobilise les financements, le syndic qui travaille sur le long terme, le syndic vraiment qui accompagne en tant qu'expert. Mais pour accompagner sur le long terme, encore faut-il ne pas être mis en concurrence tous les ans. On en revient à la mise en concurrence. Voilà. Donc, on peut peut-être rappeler à ce stade, même si c'est en creux, puisque ça n'était pas dans l'ordonnance, c'était le projet d'article 13 de l'ordonnance du 30 octobre, ça a disparu, mais j'ai entendu la ministre dire que ça allait revenir. Donc on peut quand même repréciser les trois dispositions. Il y avait quelque chose qui concernait le diagnostic, il y avait aussi un nouveau mode de calcul du fonds de travaux et le plan pluriannuel, c'est ça? Oui, le DTG qui aujourd'hui est optionnel devenait obligatoire. Le DTG, diagnostic technique global, donc qui permet de faire un petit peu la synthèse de tous les travaux nécessaires sur un immeuble avec un chiffrage, un coût estimatif. Sur la base de ce coût estimatif qui ressortait du DTG, on aurait calé le fonds travaux. Donc le fonds travaux aurait été dissocié du budget annuel. Actuellement, le fonds travaux, c'est 5% du budget annuel. Au moins. Ce qui minimum. Ce qui n'a pas vraiment maximum d'ailleurs. Oui, exact, je te confirme. Ce qui n'a pas vraiment de sens, parce qu'on peut avoir un petit budget annuel et des gros besoins de travaux et l'inverse. Et à la suite de ce DTG et de ce fonds de travaux, l'Assemblée générale devait voter obligatoirement un plan pluriannuel de travaux. Voter un plan pluriannuel de travaux ne veut pas dire ensuite voter les travaux, parce que dans la pratique, ça fait déjà plus de 20 ans, 30 ans, que dans certaines copropriétés, on fait déjà une sorte de DTG avec l'architecte de l'immeuble qui fait un audit de l'immeuble. Derrière, on va voter par principe un plan de travaux. J'en ai déjà fait voter. L'année N+1, c'est respecté, et puis après, ça s'effiloche, et puis le plan, il tombe, il est rangé dans un tiroir, et puis il n'est plus respecté. À un moment donné, il y a aussi le mur de l'argent. C'est bien les déclarations d'intention, de faire des beaux plans. On sait tous le faire, des plans de travaux, mais il faut les respecter, et il y a le mur de l'argent. Ça, c'est encore une autre problématique. Donc c'est en pourcentage des sommes prévisibles, des travaux, des travaux, des sommes prévisibles, des travaux, 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 des travaux,
à exposer que aurait été calculé Oui, par l'épargne. Et d'ailleurs, au moment des travaux de la loi Elan, notre association, la NGC, on avait fait des propositions d'amendements. On avait fait cinq propositions d'amendements qui avaient été portées par un député LR à l'Assemblée nationale, mais qui avaient été d'office retoqués puisque le rapporteur du gouvernement avait dit à l'époque tout ce qui est copropriété, ça passera par ordonnance. Donc on ne veut pas entendre parler d'amendement à l'Assemblée nationale. Sauf qu'après, quand c'est parti au Sénat, c'est pas la même majorité. Donc là, il y a eu des amendements, mais malheureusement pas les nôtres. Donc, la prochaine fois, on prendra un député et un sénateur. Et donc on avait fait cette proposition. Voilà pourquoi il y a 2 chambres. Hein. Voilà. On avait fait cette proposition. Donc un exemple très concret, le DTG conclut qu'il y en a pour 50 000 € de travaux sur cette copropriété. La loi aurait imposé par exemple que le fonds travaux arrive à par exemple 50% en 5 ans. Donc il aurait fallu mettre de côté 25 000 € au bout de 5 ans, par exemple. En tout cas, c'est ce qu'on avait proposé. Alors, on avait parlé dans le projet d'article 13, pour préciser les choses, et je n'y insiste que parce que j'entends qu'il pourrait revenir, ce qui est intéressant. On pourrait peut-être là considérer qu'il y a une consécration, en effet, une autre mission du syndic avec des outils appropriés, de gestion prévisionnelle du patrimoine collectif. On était sur 2,5%, je crois. C'est ça. C'est-à-dire qu'on baissait le pourcentage, mais avec une assiette différente. C'était les travaux imaginés. Ce qui reste un peu faible quand même, 2,5%. D'accord. Enfin bon, ça pourrait changer. Oui, c'était ce qui était écrit dans l'article 13. Mais il y a déjà l'assiette et ensuite le taux. Voilà. Tout à fait. Alors peut-être un mot. Ensuite, je demanderai à David de rebondir. Un mot sur ce contrat. Alors je vais utiliser une expression qui n'est peut-être pas la bonne, mais on a parlé de contrat socle et puis on a parlé de mission complémentaire qui pourrait être donnée au syndic, soit par le syndicat des copropriétaires, hors contrat. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu vas donner ta vision, et puis même des services qui pourraient être apportés à un copropriétaire, à titre individuel. C'est effectivement une nouveauté de la loi Elan, donc c'est sorti dans l'ordonnance du 30 octobre 2019, la possibilité pour le syndic, à côté du contrat de syndic type, qui lui ne bouge pas, il n'a pas bougé, il est sclérosé depuis 6 ans, une convention de prestation de services signée avec le syndicat des copropriétaires. La question que se posent tous les professionnels, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans cette convention de prestation de services. Ce qui revient en premier lieu, enfin moi en tant que syndic, je me suis dit bon, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, c'est conciergerie, service, tout le privatif entre guillemets qu'on fait tout au long de la journée gratuitement, parce que c'est du privatif, c'est pas prévu dans le contrat, mais malgré tout on rend service et puis on le fait, on est sollicité, on le fait. On aurait pu transférer toutes ces petites tâches privatives et non rémunérées par le contrat de syndic type dans la convention de prestation de services. On peut y mettre aussi, on peut imaginer une prestation de service d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais le problème, c'est qu'on va être très vite à la limite des missions du syndic. En tant que syndic, on est déjà assistant du maître d'ouvrage. Donc la convention de prestation de services dit bien, la loi dit bien, qu'elle ne vaut que pour les missions, qu'elle ne vaut pas pour les missions légales du syndic. Alors, en dehors de nos missions légales, qu'est-ce qu'on fait ? Demain, si j'ai envie de faire d'autres prestations que mes missions de syndic, à la limite, j'ouvre une filiale de courtage d'assurance, par exemple, ce que font beaucoup de syndics et beaucoup de régies. Là, je fais autre chose, je fais du courtage, mais c'est pas sous l'entité de la société de syndic. Donc, j'ai pas besoin de cette convention. Moi, ce qui me gêne avec cette convention, c'est que c'est un peu moi, personnellement, je le prends comme un faux cadeau. Parce que d'un côté, on a un contrat de syndic type qui donc n'a pas bougé depuis 2015, puisque le décret date de 2015, alors que la loi Allure, dans son article 18-2, je crois, précise bien que le ministère du Logement, avec le CNTGI, doit organiser une concertation bisannuelle pour faire éventuellement évoluer le décret de 2015 qui porte sur le contrat de syndic. Donc bisannuel, ça veut dire tous les 2 ans, on est bien d'accord, hein ? Or, au bout de 6 ans, il n'y a pas eu une seule réunion. Or, depuis 2006, les choses ont bougé. Elles ont bougé sur le plan technologique.
elles ont bougé sur le plan social, environnemental, et elles ont même bougé sur le plan légal, puisqu'on a eu la loi Elan et l'ordonnance. Dans ce contrat de syndic type, par exemple, aujourd'hui, si on devait le faire évoluer, si la concertation bisannuelle avait enfin lieu, on pourrait y mettre, par exemple, les prestations. J'aime pas parler de prestations parce que le syndic n'est pas un prestataire, il est un mandataire. Donc on parle de mission. On pourrait mettre dans ce contrat de syndic, par exemple, les diligences que fait le syndic dans le cadre des nouvelles obligations de conciliation et d'arbitrage, de conciliation et de médiation devenues obligatoires pour les litiges inférieurs à 5 000 € depuis la réforme de la procédure civile. Donc ça, c'est applicable depuis le 1er janvier 2020. En dessous de 5 000 €, on est obligé d'aller voir le conciliateur ou le médiateur. Bon, c'est pas dans notre contrat de syndic, ça. Alors on fait quoi? On le fait gratuitement? Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres qui justifierait qu'on fasse évoluer le contrat de syndic. Je donne un autre exemple. Dans le contrat de syndic, il est indiqué que le syndic peut prendre des honoraires pour les modificatifs au règlement de copropriété votés à la majorité de l'article 26. Donc, quid de tous les modificatifs qui vont intervenir suite aux mises en conformité de la loi Elan de l'article 209 qui, elle, se vote à l'article 24. Et ça va concerner tous les règlements de copropriété. C'est technique, mais ça représente du travail pour les syndics sur tous les immeubles, tous les règlements de copropriété. Mais comme ça se vote à l'article 24 et que le contrat de syndic nous dit qu'on ne peut prendre des honoraires que quand c'est voté à la majorité de l'article 26, on ne peut pas prendre d'honoraires. Donc, en tout cas, on retient que le législateur avait prévu que la situation puisse évoluer et que ce contrat soit revu, redébattu. Alors qu'est-ce qu'attend le ministère pour convoquer cette concertation bisannuelle? Qu'est-ce qu'il attend? Alors on a préparé avec l'association, notre association, on a préparé une lettre ouverte adressée au ministère pour justement faire l'inventaire de tout ce que je suis en train de vous dire, parce que là je vous ai donné 2 exemples, mais il y en a bien d'autres. Notamment avec les prêts collectifs. Il y a aussi un problème avec les prêts collectifs pour dire, bon, maintenant on se réunit et on discute. Après, est-ce qu'il évoluera beaucoup? Est-ce qu'il évoluera un peu? Alors, peu importe, mais au moins qu'on se réunisse puisque c'est prévu par la loi. Gilles, il y a dans la salle aussi des responsables d'organisations professionnelles. Ils t'entendent et ils ont dû peut-être donner des actions et ils pourront les accentuer. Juste une chose, avant que David ne prenne la parole, il y a des exemples de prestations contractualisées par convention, comme c'est prévu, ou pour des assemblées, ou pour des particuliers au sein des copropriétés. Est-ce que des groupes qui parfois sont plus innovants, ou ont plus de moyens, ont inventé des choses là-dessus? Aujourd'hui, les groupes, de conciergerie, c'est le cas ou c'est pas le cas? Aujourd'hui, les groupes sont en train de se mettre dessus. Il y a Foncia notamment qui a annoncé la nomination de Xavier Demey à leur nouvelle organisation ADB Premium. ADB Premium, si j'ai bien compris ce que j'ai interrogé Philippe Salle sur le plateau de Radio Imo, l'émission sort lundi, ADB Premium... Pub, vous avez vu, il fait sa pub. Et oui. ADB Premium, c'est justement profiter de cette convention de prestation de services pour proposer des services de conciergerie. Après, se pose un problème juridique avec la conciergerie, parce que les juristes connaissent l'effet relatif des contrats. Quand on signe un contrat, il n'est force de loi qu'entre les parties qui l'ont signé. Donc on signe un contrat entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, et pas avec les copropriétaires. Donc si on veut faire de la conciergerie, c'est pour les copropriétaires. Bien sûr. Donc là, il va y avoir un sujet encore. Parfait. On va continuer. On n'oubliera pas de parler de digital aussi. David, réaction à ce que tu as pu entendre, lecture de Caroline Jaffel, lecture de Gilles sur une série d'obligations qui ne voient pas être une consécration, la remise en cause annuelle du contrat, même si elle a été assouplie. Bon, bref, lui, il n'est pas d'accord avec le thème. Alors, sur tout ce qui a été dit, effectivement, tout est dans le point d'interrogation sur la thématique consécration ou non, en fin de compte. Et j'aurais tendance à dire que la consécration, elle aurait pu se faire juste à la veille de la publication de l'ordonnance, c'est-à-dire lorsque le plan pluriannuel de travaux, le DTG, tout ce qui concernait les obligations de travaux figurait, ou du moins lorsqu'on pensait que ces dispositions allaient figurer. C'était passé en CNTGI. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire, c'était vraiment une surprise, je pense, pour à peu près
tout le monde ou presque, lorsqu'on a découvert au JO, ou peut-être un petit peu avant si ça a fuité, que finalement toute la partie concernant la rénovation énergétique avait complètement été biffée. Alors pour des raisons, paraît-il, d'inconstitutionnalité de la mesure, parce que ce serait contraire au principe de droit de propriété, le droit constitutionnel. Mais voilà, là, la consécration des missions du syndic, à mon sens, on la voyait effectivement parfaitement, parce qu'on mettait le syndic en relation avec le conseil syndical sur un projet qui était important d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social et d'un point de vue économique par rapport à la copropriété. C'était la question de sa rénovation énergétique. Et ça là, pouvait stabiliser aussi le contrat de syndic, parce que on peut imaginer que si on s'engage sur une rénovation de 5 ans, on va peut-être pas chercher à changer tous les ans de syndic. Tout à fait, parce que ça, c'est des questions qu'on a effectivement avec nos adhérents. Et bien évidemment, je veux dire, vous allez vous lancer sur un plan pluriannuel et sur des opérations de grande envergure avec un syndic avec lequel vous travaillez déjà depuis un certain nombre d'années et pour lequel vous n'envisagez pas une mise en concurrence, on en rediscutera après, une mise en concurrence au bout d'1 ou 2 années. Ce qui est logique, je veux dire, on a cette relation de confiance et là, on avait vraiment cette consécration avec en quelque sorte le rôle pour le syndic qui était celui d'un chef d'orchestre. Voilà. Cette disposition qui, je pense qu'on ne trahit aucun secret, était peut-être quasiment la seule de l'ordonnance qui avait fait plus ou moins l'unanimité pour elle, c'est celle précisément qui a été supprimée. Donc effectivement, on parle d'une réintégration dans le cadre du projet de loi climat suite à la Convention citoyenne. Bon, après, je m'interroge également si le dispositif était inconstitutionnel à l'époque de l'ordonnance. On va voir si c'était le cas. Voilà. Non, pour moi, j'en ai toujours douté, puis j'ai jamais vu l'avis du Conseil constitutionnel. Tout à fait, on peut douter, c'est vrai qu'il y avait du Conseil d'État, pardon. Conseil d'État, oui. C'est vrai qu'on peut douter, surtout qu'il y avait un calendrier électoral qui pouvait effectivement dire qu'on ne va peut-être pas prendre une mesure qui pouvait potentiellement impopulaire. Mais c'est vrai qu'en même temps, vu la durée de débat d'une loi, on peut penser qu'on a un autre calendrier électoral, celui-ci encore peut-être plus important, qui pourrait rendre cette disposition tout aussi impopulaire. Donc à voir. Donc c'est vrai que par rapport à cette suppression, cette consécration, je la voyais, je ne la vois plus. Et puis on a en parallèle la question de ces conventions de prestation de services. Alors là, on est pour le coup plus sur une consécration des missions du syndic. Pourquoi ? Parce que la convention de prestation de services, par définition... C'est la confiance. Ne peut pas... On est sur la confiance. Déjà, c'est la confiance. Mais c'est plus sur des prestations liées à l'activité de syndic. Est-ce qu'on est sur la consécration des missions du syndic par le biais de la mise en place de cette convention de prestation de services ? Au sens non. Je joue peut-être un peu sur les mots. Mais du moins, en tout cas, comme tu le dis, on a quand même cette confiance, parce que si on veut s'engager sur un autre type de prestation avec le syndic, avec le professionnel, c'est que quelque part on est satisfait de lui. Par contre, c'est vrai que cette convention de prestation, moi personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Qui a demandé ça ? Je fais appel à ta mémoire, la construction du texte de la loi Elan. Qui a demandé ça ? Alors ça, c'était dans le cadre de l'ordonnance, on l'a découvert le jour du vote solennel, très clairement. Je veux dire, c'est pas une demande des associations de consommateurs, à ta connaissance ? C'est pas une demande des organisations professionnelles ? Je crois davantage que oui. Oui. Mais je peux me tromper, mais je pense que, sachant qu'il n'y a jamais eu... Il y a eu des demandes au cas du CNTG, par exemple. Je veux dire, il y a eu des demandes de certains sur précisément la mise en place de ce type de prestations. Moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux. C'était une manière de sortir du carcan du contrat de syndic. Voilà. Mais c'était surtout les groupes, les professionnels, qui estimaient que ce carcan les empêchait d'investir, notamment dans les nouvelles technologies, les applications et autres. Mais la source du problème n'est pas corrigée, parce que le contrat de syndic type, il est toujours là. Alors, est-ce que le contrat de syndic type est un carcan ou pas ? Est-ce que le fait de dire que c'est un contrat tout sauf a autant révolutionné la pratique par rapport à ce que c'était avant ? Parce que quand on parlait de l'arrêté Novelli avec cette liste minimale, on parlait de contrat socle. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on emploie à nouveau cette expression de contrat socle. On emploie cette expression de contrat socle pour dire oui, c'est une liste commune. Donc sous-entendu, je peux rajouter à peu près ce que je veux en termes de prestations exceptionnelles. Ce qui n'était pas le cas non plus, parce que lorsqu'on discutait après avec la DGCCRF ou avec des représentants parfois à la chancellerie, c'était une prestation que l'on estimerait être prestation de gestion courante, mais qui n'est pas visée expressément dans le cadre du
contrat socle, de la liste minimale invariable des prestations dans de la gestion courante, pourrait, le cas échéant par le juge, être qualifié quand même. Donc de fait, avant, et je rappelle également que la commission des clauses abusives censurait, enfin préconisait la suppression de toutes les clauses qui avaient tendance à étendre la notion de prestation exceptionnelle. Donc de fait, là, on a un contrat socle parce que la loi Allure nous a dit qu'on a maintenant un contrat ferme, et tout compris parce que la loi Allure nous le dit. Mais auparavant, c'était la commission des clauses abusives qui le disait, et la pratique n'a pas énormément changé par rapport à ça. Tu es d'accord avec les récriminations de Gilles sur le fait qu'on n'ait pas revu, qu'on n'ait pas tenu la promesse du législateur de revoir régulièrement au sein du CNTJ notamment le contrat? Est-ce qu'on peut revoir, par exemple, modification du règlement de copropriété, article 24, c'est une disposition temporaire, est-ce qu'on modifie C'était une illustration, oui. Voilà, c'est une illustration, c'est une disposition temporaire, est-ce qu'on modifie le contrat par rapport à une disposition temporaire? Je peux comprendre par rapport aux demandes des professionnels. Moi, je dis, enfin, au-delà du contrat, la loi Allure avait prévu l'encadrement des honoraires de recouvrement des dettes auprès des copropriétaires. 6 ans après, ça a été biffé par l'ordonnance, purement et simplement, sans aucune explication. Donc je pense que des récriminations, on peut en faire de part et d'autre. On n'a pas parlé du plafonnement des honoraires des tatatés, d'ailleurs. Oui, alors, je vais mettre Gilles sur le sujet. La question, c'est pas est-ce qu'on est pour ou contre l'évolution du contrat type. La question, c'est que c'est l'application de la loi. C'est que la loi dit qu'il doit y avoir une concertation bisannuelle. Donc après peut-être qu'il peut ne rien. Entendu sur la confirmation. Il peut ne rien en sortir. Bien, non, il peut ne rien en sortir, mais au moins il faut la faire. Soit contre la loi. Tout à fait, bon. Mais je n'imagine pas non plus en demander sa pleine entière application sur certains sujets. Exactement. Il y a une nuance. D'accord, sur un mot tout à l'heure, pardon, je n'ai pas posé la question à Gilles, ni à toi lorsque tu évoquais les dispositions de l'article 13 qui avait sauté, le caractère réel ou personnel de l'épargne obligatoire. Alors, le sujet s'est posé lorsque la loi Allure a imposé cette épargne obligatoire. Le sujet reste le même si le mode de calcul venait à évoluer. Qu'est-ce qu'il faut penser? Et est-ce que de ce caractère aujourd'hui réel, attaché au lot et non pas au copropriétaire, est-ce que dans la série des évolutions, éventuellement à la faveur du rétablissement de l'article 13 dans la future loi Pompili, il faudrait aussi remettre en question ça? Est-ce que c'est un frein à l'épargne des copropriétaires? Je le pense. Il faut être pragmatique. C'est vrai que quand on dit que c'est un caractère réel, je l'entends tout à fait. Il y a une logique à cela. Le copropriétaire qui est resté 5 ans, 10 ans, 15 ans a amorti les éléments d'équipement, les a utilisés. C'est normal, par conséquent, qu'il en paye, même s'il n'est plus là. Je demanderai l'avis de Caroline Jaffel là-dessus. De la dépense. Oui. Il y a une cohérence, il y a une construction intellectuelle que je comprends tout à fait. Après, je vais mettre sur le côté un peu plus pragmatique. Les anciennes provisions spéciales, article 18, je veux dire, lorsque le syndic les proposait à l'ordre du jour tous les 3 ans de mémoire, les copropriétaires, déjà parfois pour des travaux obligatoires, ne sont pas forcément toujours motivés pour les voter. Après, il y a des questions parfois financières, bien évidemment. Alors, lorsque c'est facultatif sur des travaux qu'on n'a pas encore déterminés, ça devient un petit peu plus compliqué. Et j'en discutais avec certains syndics, dès lors qu'on abordait la question de la vente et qu'on disait, attendez, mais là, il n'y a pas de souci, les provisions, elles seront remboursées en cas de vente, on pouvait à ce moment-là renverser une assemblée générale, une majorité. Donc c'était un élément. Donc moi, ce qui m'importe, c'est effectivement quel est le dispositif qui permettrait le plus aux copropriétaires d'abonder ce fonds de travaux. Voilà. À l'heure actuelle, elle est de 5%. Parce qu'on a voulu stabiliser l'épargne, ça on peut le comprendre, mais encore faut-il qu'elle existe avant de la stabiliser. Là, on est sur 5% du budget prévisionnel. Si vous êtes une petite copropriété, 5%, c'est strictement rien du tout. Je pense que déjà, il faudrait en plus adosser au-delà du montant du budget prévisionnel ou du plan pluriannuel de travaux, tout dépend. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi introduire la notion de taille de la copropriété par rapport à ses lots principaux, commerce, logement et bureaux. Donc, moi, à mon sens, si on nous démontre, est-ce que finalement le fait de l'attacher à la personne avec un remboursement, ça peut inciter davantage les copropriétaires à aller non plus sur du 5%, à savoir le minimum syndical si je puis dire, mais sur du 10 ou du 15%, je pense qu'effectivement il faut aller sur ça. En 2015-2016, on avait publié une enquête auprès on avait sondé 3000 copropriétaires en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensaient du principe des principales innovations de la loi Allure, et notamment du fonds de travaux. Et très majoritairement, il y avait quand même certain engouement de ces copropriétaires pour dire oui, on comprend, il y a besoin de constituer une trésorerie sur le sujet, donc c'est très intéressant. Et après, on leur a demandé, ok, c'est bien, vous trouvez ça bien, mais est-ce que vous pensez le mettre en place chez vous? Très majoritairement, ils nous ont dit non. Et alors après, bien sûr, on dit sinon, pourquoi?
Très majoritairement, ils nous ont dit parce que c'est rattaché au lot et pas à la personne. Et on le perd. Alors ça, on est en 2015-2016. Depuis, il y a eu de la pédagogie, les syndics, les associations sont intervenus, le conseil syndical pouvait être aussi moteur là-dessus, donc les mentalités ont pu évoluer. D'accord. Peut-être, mais du moins, de prime abord, quasiment au lendemain de la loi Allure, il y avait cette problématique et ce frein presque naturel. David, sur ce que Gilles estime être des contraintes plutôt vexatoires, en tout cas embêtantes et pas du tout valorisantes pour le syndic, on a parlé de la remise en question du contrat. J'ai évoqué, parce qu'il ne l'avait pas fait, mais il s'en serait pas privé, le plafonnement des honoraires. Ton regard sur toutes ces nouvelles obligations, parce que ce sont des obligations, on ne peut pas nier ce... Alors, est-ce que ce sont des nouvelles obligations? Je veux dire, sur la communication du document au conseil syndical, pénalité de 15 € par jour, oui, ça peut être vexatoire. En même temps, on a aussi parfois un discours en face qui nous dit s'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'obligation. Bon, si je ne me trompe pas, la loi de 65, depuis l'origine, nous dit le conseil syndical a accès, peut prendre connaissance et copie de tout document à tout moment. Je veux dire, donc c'est une application de la loi. Et en fait, la sanction de 15 €, c'est ni plus ni moins, enfin la pénalité de 15 €, c'est ni plus ni moins qu'une sanction d'une violation de la loi. Sachant qu'on laisse un mois au syndic pour communiquer le document, sachant qu'il faut quand même calculer le point de départ du délai, ce qui sous-entend que le conseil syndical a envoyé un recommandé. Ils ne le font pas tous, généralement c'est sur un mail. En clair, c'est théorique. Tu penses que c'est plutôt pour je pense qu'on est là provoquer. plus pour aiguiller le syndic. De même, après, je veux dire, effectivement, la mise en concurrence, là, c'était pas du tout déjà de toute façon une demande à la base des associations de consommateurs. Nous, on n'avait jamais demandé ce dispositif. Je trouvais que ça pouvait être, voilà, ça allait aboutir à des mises en concurrence, je dirais un peu de façade, voilà, de complaisance où le conseil syndical va le faire pour s'exonérer. Mais ça avait quand même sur certains points une utilité. C'est pour ça d'ailleurs parce qu'il y a eu plusieurs rédactions quand même de ce dispositif. Il y avait ce qui était sorti de la loi Allure, et puis après il y avait la loi Macron, quoi. Et la rédaction loi Macron, c'est quand même une rédaction post-CNTGI, donc il y a eu un travail en commun sur le sujet-là, où on a considérablement assoupli le dispositif, on a introduit les notions de dispense, avec certes des votes obligatoires, et je trouvais que ça avait quand même un intérêt à savoir. Ça pouvait servir un peu d'aiguillon au syndic en disant, petit avertissement, on va vous mettre en concurrence l'année prochaine, là parce qu'on n'est pas totalement satisfait sur la gestion de certains dossiers. Donc il y avait au moins ce type d'avantage, si je puis dire. Et puis ça avait aussi l'avantage parfois de permettre à ce qu'il y ait un débat en assemblée générale. Parce que parfois, j'ai des adhérents qui me disent on ne peut pas changer de syndic. De toute façon, quand on communique au conseil syndical, au syndic, on ne nous joint pas les documents à l'ordre du jour ou quoi que ce soit. Là, au moins, ça permettait de réintroduire le débat en AG, sachant que bien souvent, le débat il pouvait être réglé en 2 minutes. Je dis non, on est satisfait, on accorde la dispense, fin de la conversation. Il faut se rappeler que ça vient de débats des années 90 et 2000 au sein du Conseil national de la consommation à Bercy. C'est-à-dire qu'il était estimé, Madame Jaffel se le rappelle, que même si Gilles a raison, c'est un contrat de droit privé comme un autre, il y a toutes les libertés, mais que étonnamment, il y avait une grande stabilité parce qu'effectivement, les clients peut-être n'entraient pas dans le dispositif de remise en voilà, et en puis cause. Après, il faut savoir que beaucoup de professionnels disent on n'est pas content de... C'est une comparaison que certains syndics me faisaient. Vous n'êtes pas content de votre boulanger, vous en changez. Vous n'êtes pas content de votre syndic, vous en changez. Je suis pas C'est peut-être certain pas que homothétique. je suis pas certain que ce soit aussi simple que cela. Donc la mise en concurrence, elle pouvait se sentir, je comprends les professionnels qui disaient qu'elle avait un caractère frustratoire, elle était déjà nettement plus allégée avec la loi Macron. En sortant de l'ordonnance, on se rend compte que cette mise en concurrence devient totalement hypothétique, elle est à l'initiative purement facultative du conseil syndical, ça n'a aucune incidence. Donc on a inversé la charge de la preuve, si je puis dire. En quelque sorte, voilà. En plus, ça n'a aucune incidence sur la validité ou non de l'élection du syndic. Je comprends le désagrément que cela peut entraîner. Je pense qu'après, à la rigueur, il ne faut pas se focaliser sur ça. On est d'accord, c'est une obligation. Et je ne pense pas que ce soit ça qui empêche, qui soit déterminant pour que les jeunes étudiants dans ton école, par exemple, n'aillent pas. Exactement, mais enfin bon, ça vient en J'espère qu'ils ne vont rajouter pas ça. s'arrêter à ça. Mais Je comprends ce que dit. Ça vient en rajouter quand même, et on est bien d'accord que si tu dis que ça sert à rien, autant supprimer cette obligation. On peut le voir. Paul Lacoste legestai, disait Aristote. On peut aussi le voir comme ça. C'est à peu près tout le grec que je connaisse. Plafonnement d'état daté. L'honoraire d'état daté. Le plafonnement de l'état daté, c'est un serpent de mer, ça aussi. Bon, on l'a eu. J'ai
On n'a pas eu le plafonnement des frais de Est-ce qu'il faut le prendre comme chose de vexatoire? Est-ce que le niveau qui a été retenu, parce qu'on en a débattu pendant des mois et des mois, est-ce que ce niveau-là, du côté des consommateurs, je vais demander l'avis de Gilles ensuite, est plutôt confortable ou au contraire très contraignant? Je me rappelle une déclaration qui avait été faite il y a longtemps de ça, c'était au sein d'un congrès de l'UNIS. Alors, du coup, la réglementation a changé quand même depuis, où je parlais d'un syndic qui facturait à plus de 250 € l'état daté. Donc, bon, plus de 250 €. Voilà. Et j'ai entendu, c'est très raisonnable, on est d'accord. Ouais, et j'avais entendu des ouch dans la salle. C'est vrai que ça fait beaucoup. Alors, certes, maintenant, il faut se reporter. Il y a de cela entre 10 et 15 ans. Donc, les termes, voilà. Le coût de la vie, les obligations supplémentaires. Bon, après, c'est vrai que sur les différentes études qu'on fait sur le sujet, on a un éventail de prix qui est totalement ahurissant. Ça va, même s'ils sont minoritaires, de la gratuité dès lors que le syndic a le mandat pour la vente, enfin dès lors que le cabinet en tant qu'agent immobilier, oui, c'est ça. Donc, ce qui est rare, je veux dire, effectivement, mais donc ça va de la gratuité à 700, 800, parfois 900 €. Je veux dire, bon, il faut savoir raison garder. Nous, on trouve qu'effectivement. D'accord, mais c'est très bien, c'est clair. Moi, j'en ai. Madame, réagissez à ça, et puis aussi sur le caractère réel ou pas du fonds de travaux. Voilà. Oui, alors pour commencer, sur la somme de 300 et quelques euros. 380. Voilà, maintenant 380. TTC. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, parce que lorsque vous avez trouvé un acquéreur et que vous faites un état daté, vous le demandez au syndic, vous pouvez discuter et aller devant le tribunal en disant il me prend trop d'honoraires, mais ce n'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est de vendre. Et en conséquence, le copropriétaire vendeur était un peu piégé. Le syndic qui lui demande 300, 500 ou 700 €, il se disait soit c'est cher, mais il payait, puisque l'objectif et le but, c'était la vente. Donc je trouve ça. C'est-à-dire qu'il était pris en otage. Voilà, tout à fait. Il y avait une situation de monopole. C'est pour ça qu'il y a eu également effectivement entrer dans une copropriété, c'est clair. Il y avait une situation de monopole du syndic. Voilà. Alors bon, mon opinion sur la question, c'est pas le montant, c'est encore une fois une question de principe. Oui. Continuer d'encadrer, c'est de l'encadrement des prix quand même. Hein. On est en train de parler d'encadrement des prix. Alors Gilles, je souhaite que juste Caroline Jaffel continue sur les 2 ou 3 sujets. Oui, sur le fonds de travaux attaché avec son droit réel. En 2000, on en avait beaucoup parlé dans la loi SRU pour le rejeter, en disant que ce n'était pas possible. Et j'ai entendu, comme vous, beaucoup de copropriétaires disant « mais si on a besoin d'argent, on est assez grand pour donner l'argent, on n'a pas besoin d'un fonds de travaux. » Lorsque il y a ce fonds réel attaché au lot, ce que j'entends aujourd'hui et que je comprends, les copropriétaires n'ont pas l'air d'être traumatisés, si ce n'est que pour le moment ce n'est pas très élevé, mais leur pensée c'est le jour où je vendrai mon lot, si les travaux ne sont pas faits, c'est l'acquéreur qui le paiera. Alors moi je le ressens comme ça aussi. Maintenant, je ne suis pas sûr de cette interprétation. Comment ça se passe lors des ventes? Je ne sais pas si vous en avez l'expérience. Non, mais en pratique, puisque je fais des assemblées générales tous les soirs, et dans chaque ordre du jour, il y a la question du fonds de travaux. Clairement, le caractère réel est un obstacle. C'est bloquant. Quand je leur explique, je leur dis voilà, c'est 5% minimum, vous pouvez faire plus. Leur réflexe, c'est est-ce que si on ne l'utilise pas le jour où on vend, est-ce qu'on récupère notre mise? Quand je leur dis non, ils disent ce ne sera pas plus de 5%. Et dans la négociation, lorsqu'il y a vente, le notaire insère une clause dans le compromis qui n'est pas obligatoire, mais c'est devenu une pratique, où l'acheteur rembourse le vendeur. Bon, donc c'est devenu comme ça. Tant que ça reste sur des montants qui sont encore pas très élevés, ça passe encore et ça discute pas trop chez le notaire. Dans 10-15 ans, lorsque les montants seront très élevés, puisque les copropriétés auront épargné, et encore, là, il va y avoir des discussions. Mais en pratique, je le vois dans quasiment toutes mes assemblées générales, ils liquident au fur et à mesure cette épargne. Ça veut dire qu'ils ne sont pas du tout dans l'épargne. Ils ont un digicode à 4 000 € à voter. Au moment où je passe à la question calendrier, financement, ils me disent « Au fait, on a combien sur l'épargne ?» on a 3 000 €. Bon, on s'en sert pour le digicode. Et chaque année, ils liquident. Et on remet le compteur à zéro. D'accord. Exactement. Donc l'objectif du législateur est tourné complètement.
On n'a pas de stabilité, on n'a pas d'épargne constituée. D'accord. Alors, Madame. oui, j'avais encore 2 points. Bien sûr. Mais il ne faut pas que je les oublie. Mais Gilles fait exprès, c'est sa méthode. Il interrompt pour qu'on oublie ce qu'on voulait dire. Sur la mise en concurrence tous les ans, il faut voir les aspects négatifs. J'ai eu quelques dossiers dans lesquels un membre du conseil syndical était très actif pour voir le syndic changer tous les ans, parce que comme il était très endetté au niveau de ses charges, le syndic n'avait pas le temps de remplir le dossier pour la signer. Donc je me suis dit c'est quand même un effet pervers de cette démarche-là. D'un autre côté, j'ai toujours pensé qu'il fallait au moins 2 ans à un syndic pour remplir sa mission correctement, quoi. Et a fortiori, s'il y avait un plan pluriannuel de travaux, une perspective. Je ne sais pas si tu... Alors, je réponds au dernier point avant de... Non, mais il est terrible. Trop bavard. Je suis là. Il est un peu plus loin, ces conventions complémentaires, avec le flou qui est dans le texte. Moi, je vois quand même une limite, c'est l'objet du syndicat. Puisque le syndicat est une... C'est la position de l'ARC. Bah, oui, peut-être. Mais juridiquement, excusez-moi. Gilles. Outrage à magistrat, ça va chercher très loin, Gilles. Hein. Le syndicat des copropriétaires on s'attendait. est une personne morale de droit privé. Comme toutes les personnes morales, son objet est défini. Et l'article, je crois que c'est l'article 14 de la loi, nous dit que l'objet du syndicat, c'est la conservation de l'immeuble, l'administration des parties communes et puis maintenant l'amélioration. Donc, pour que le syndicat puisse signer une convention complémentaire, il faut qu'il y ait un rattachement à l'un de ces 3 points. Voilà, ce qui veut dire que ce que disait Gilles tout à l'heure, tu vois, je me fais ton porte-parole comme ça t'évite de... à savoir, on peut imaginer effectivement une mission de courtage, mais ça va se faire par filiale de l'entreprise concernée. On ne va pas être dans ce cadre-là, finalement. Je ne sais pas, je crois que c'est aux professionnels à créer des choses et puis peut-être à la jurisprudence à sanctionner. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans cette ce qui est dommage, c'est vous qui avez demandé, mais enfin, c'est une demande professionnelle. Non, mais je crois que... Non, mais c'est dommage. Gilles disait à juste titre qu'en effet, l'association Plurian, c'est des syndics de plus grande importance, avait émis cette idée-là, c'est juste, oui. C'était terminé, oui, alors, oui. Je pense à des... Enfin, j'ai réfléchi à... Je me dis, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce qu'on a eu tout à l'heure une personne qui disait qu'elle était syndic, mais également géomètre expert, et que dans les missions complémentaires, elle pourrait avoir la mise à jour du règlement de copropriété. Je pensais aussi qu'il y a tous les contrats, que ce soit l'électricité, on peut choisir son fournisseur, etc., à des choses comme ça. En revanche, je vois moins... Y compris à titre individuel, on parle d'un service aux copropriétaires. Hein. Oui, mais je vois moins un service, enfin une convention que signerait le syndicat pour certains services que certains copropriétaires seulement pourraient obtenir. Effectivement, les services à la personne ont été évoqués. Je pense, vous savez, qu'à l'origine, il y a très longtemps, bien avant la loi de 65, l'origine des administrateurs de biens et puis des syndics de copropriété, c'était ces agences qu'on appelait peut-être conciergerie, et je me souviens avoir vu une lettre de Voltaire commandant à une de ces agences une voiture très confortable sur ses vieux jours pour faire une certaine distance. Parce que ces agences géraient à la fois chercher des locataires, et je me demande si, globalement, on n'est pas en train de revenir vers cette démarche-là. Mais pour le moment, avec la loi de 65, il y a quand même l'objet du syndicat. Oui. Et ce qui veut dire d'ailleurs aussi qu'on va être un petit peu sur des copropriétés de standing, parce que j'ai le sentiment que les services dont il s'agit ne vont pas concerner le copropriétaire ordinaire. Ce sera des copropriétés qui ont les moyens, le désir de se payer ces services supplémentaires. Une chaise à porteur. Encore une fois, on en vient... Excuse-moi 30 secondes. Ce qui fait que tu as introduit un nouvel aspect, c'est effectivement il y a l'objet du syndicat, mais est-ce que du coup il y a également mettre en relation avec la destination de l'immeuble, où là le standing a un rôle. Et est-ce que de fait, est-ce que cette destination pourrait intervenir sur certains points par rapport à l'objet même du syndicat? Est-ce que tout ce qui est conciergerie ou service à la personne en tant que tel, ce sont des éléments qui rentrent ou non dans l'objet du syndicat? Mais je ne suis pas certain, il faudra effectivement attendre la pratique et la jurisprudence, mais est-ce que
dans un autre aspect, vu le caractère de standing de l'immeuble, ce type de prestation serait en relation avec la destination même de Je l'immeuble. crois qu'il faut se poser la question à un moment donné de comment la conception même du syndic. Le syndic est un mandataire. Je le répète, hein, j'insiste, juridiquement, c'est pas la même chose, un contrat de mandat et un contrat de prestataire. Il faudra peut-être changer la loi Hoguet. Si demain le syndic devient un prestataire, Là, est-ce qu'on clairement, change ou on pas la parle loi de Hoguet conventions qui, Voilà. qui ne Est-ce qu'on sont change pas la de même loi Hoguet nature. Si on considère qu'on ne va pas ouvrir... Là, vous m'autoriserez parce que vous m'ouvrez une porte dans laquelle je souhaite dire quelque chose, mais je vous laisse continuer. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu philosophique. Hein. Qu'est-ce que le syndic? Est-ce qu'il est toujours mandataire, le noble mandat, le noble syndic, le notable, hein, ou est-ce qu'il devient un prestataire? C'est clair qu'aujourd'hui, et je reviens, désolé, sur ce contrat de syndic, qui ressemble clairement à un contrat de ménage, avec une liste de prestations, on a les mêmes hein, pour les contrats de ménage. Moi, je suis désolé, c'est pas comme ça que je conçois mon métier. Je suis un mandataire. Alors, moi, à titre personnel, je prône la théorie du contrat global. Hein, c'est-à-dire, j'ai un mandat, je prends un forfait à l'année, et quoi qu'il arrive, je ne prends pas de prestations particulières. Par contre, mon mandat, il n'est pas à 150 € du lot, il est à 400. Le législateur n'est jamais intervenu sur Voilà. le niveau Et là, on est tranquille. d'honoraires. Hein. Et là, on retrouve, je pense, la noblesse du métier de syndic en tant que mandataire. Donc déjà, c'est un peu plus respectable, hein, j'ai envie de dire, dans l'oreille que prestataire. Et on attirera peut-être des jeunes à ce titre, d'autres horizons, peut-être plus des universitaires, plus des juristes, et pas des BTS, même si cette formation est très bonne, mais pas suffisante pour faire le métier. C'est de plus en plus des titulaires de master qui entrent. On arrêtera aussi peut-être les crispations entre les organisations professionnelles et les associations de consommateurs. Je ne parle pas des médias, de la presse pour consommateurs, UFC que Choisir Capital et autres, qui tirent à boulet rouge sur les syndics, à chaque fois en focalisant sur les prestations particulières, en dénonçant les quelques abus, parce qu'il y en a, et en occultant totalement le montant faible des honoraires de base, parce que ça, évidemment, on n'en parle jamais. Alors peut-être que certains syndics profitent hein, pour avoir un forfait de base faible pour attirer les clients et facturent derrière. C'est la minorité. Bon. Cette théorie, c'est pas ma théorie, hein, le contrat global, il a toujours existé. Mais je pense qu'on devrait y revenir, en tout cas ne pas trop s'en éloigner, parce qu'on est clairement en train de transformer la profession de syndic qui devient un prestataire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met en concurrence. Un prestataire comme un fournisseur téléphonique. Tout à l'heure, je donnerai la parole à Caroline Jaffé, je crois qu'elle veut intervenir là-dessus. Je voudrais que tu abordes, et que, à ta suite, David le fasse, le digital. Bon, c'est une dimension de la loi Elan, hein, c'était le N de Elan. On retrouve aussi un certain nombre de dispositions dans l'ordonnance. Bref, il y a des outils digitaux, il y a la faculté de réunir une assemblée générale virtuelle, si je puis dire, de voter à distance. Et bon, qu'est-ce qu'il faut ? Je parlais aussi tout à l'heure de l'extranet, hein, c'était un outil digital hein, d'information, de transparence, dont le contenu est précisé. Est-ce que là, on peut, ou est-ce que c'est tiré sur les mots, dire qu'il y a une évolution du rôle du syndic, peut-être dans le sens d'une meilleure reconnaissance, d'un lien plus confortable, différent avec le client grâce au digital. Comment tu vois ces outils digitaux et leur recours aujourd'hui et dans l'avenir proche? Pour parler concrètement des assemblées générales en visioconférence, la loi Puis pendant le confinement, il s'est passé des choses. La loi Elan dit que l'Assemblée générale donc, vote les modalités techniques et les garanties d'identification. Et que le coût pour la visio est supporté par le syndicat des copropriétaires. Oui. Bon, clairement, quand un syndic va investir dans de la visio pour équiper un de ses bureaux, il va investir pour lui. Il ne va pas le diviser sur ses 250 mandats pour le répercuter. Donc de toute façon, c'est le syndic qui va payer. Hein. S'il doit investir dans un nouveau logiciel ou dans une nouvelle application, il le fera parce qu'il a envie d'innover, parce qu'on est tous un peu innovateurs dans l'âme, parce qu'il veut... Ça, je ne sais pas, mais enfin, bon, on va t'en donner crédit. Tous les entrepreneurs sont un peu... Peut-être pas tous les syndics, mais bon, je me fais l'avocat du diable. Continue.
Il y a cette volonté d'innover, il y a cette volonté de créer, et il y a surtout la volonté de rendre un service supplémentaire aux copropriétaires. Parce que moi, je suis assez las de ces discours belliqueux qui opposent constamment les copropriétaires aux syndics. Dans la vraie vie, il n'y a pas d'opposition. Je lisais la semaine dernière, j'ai réagi à un article du Monde. Ces 6 armes, les 6 armes du conseil syndical pour récupérer le pouvoir face aux syndics. Non mais, alors les 6 armes, c'était la liste. C'est toi qui l'as écrit, non ? On reprenait la liste. Non, j'ai envie de voir la suite parce que Non, peut-être mais- que j'aurais dû. C'est un discours guerrier. On n'est pas dans une considération de pouvoir et de contre-pouvoir. Ce n'est pas le syndic qui a un pouvoir et le conseil syndical qui a un contre-pouvoir. On est partenaires dans la vraie vie. Avec le président du conseil syndical, on s'envoie des textos. On bosse ensemble. Sur le digital, dans est-ce que l'intérêt pour toi, commun, ça veut celui dire, de l'immeuble. voilà, ça veut dire que, si je reprends ce que tu dis là, que ces évolutions digitales peuvent se faire de concert, en bonne intelligence, parce que les copropriétaires en ont besoin, les syndics vont suivre. L'exemple de notre cabinet, nous on est un petit cabinet indépendant Bon exemple, qui a 30 ans d'expérience, d'existence. On est un cabinet traditionnel, de quartier, de proximité. On en marche encore en trinôme, gestionnaire, comptable, assistante. Ça fonctionne bien, ça. Ça fonctionne très bien. Certains veulent le remettre en cause, pourquoi pas. Les expériences sont bonnes à prendre. On va mettre en place une application mobile avec notre éditeur de logiciels, parce que c'est surtout eux qui ont du retard à rattraper, c'est pas les syndicats. Ils se soignent. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ils se soignent quand même aujourd'hui. Oui, tu as raison. T'en es où de l'application ? C'est long, c'est lourd. Là, ça va sortir. Ils vont nous le proposer gratuitement, et nous, on va le proposer gratuitement à nos copropriétaires. On va leur dire, on a un nouveau service pour vous, c'est innovant. Alors, ça justifiera peut-être les 2 ou 3% d'augmentation du forfait annuel, mais on ne va pas les gratter les fonds de tiroir pour leur dire l'application, c'est 2 € par lot par mois. On n'est pas dans ce... quand on est syndic historique et syndic mandataire, que je suis moi, on n'est pas dans ces considérations-là. Donc c'est un renouvellement de pratique, ça pourra justifier un meilleur niveau d'honoraires, oui. De nouveaux mandats, bien sûr, de la conquête. De nouveaux immeubles qui vont venir prospecter, nous chercher. Bon, il faut savoir aussi que les copropriétaires, quand ils nous appellent, en ce moment, je reçois à peu près une demande par jour pour une proposition de mandat. Ça bouge beaucoup en ce moment, c'est la période, exceptionnellement cette année. Ce que veulent les copropriétaires quand ils changent de syndic, c'est de la disponibilité et de la réactivité. C'est les 2 choses qu'ils veulent. À chaque fois, je leur pose la question. Je leur dis, pourquoi vous changez de syndic ? Parce que ça m'intéresse quand même. On n'arrive pas à le joindre. Il est injoignable. Il répond jamais. Voilà. C'est tout en ça qui revient. Ils ne demandent pas à ce qu'on soit les meilleurs, qu'on soit parfait, et ils ne demandent surtout pas qu'on ait des applications. Enfin, ce n'est pas leur priorité. Alors, mais on va le faire quand même. Parce justement, l'enchaînement avec David, ensuite Caroline Jaffel, et puis il y aura la séquence de questions. Il ne faut pas qu'on la néglige. Je suis tout à fait d'accord. Le digital. Je réponds tout de suite, après je fais le digital, mais tout de suite pour rebondir dessus. Réactivité, rigueur, effectivement disponibilité. On fait régulièrement des enquêtes auprès tous les 2-3 ans auprès des copropriétaires. Dernière enquête qu'on avait publiée, 4000 copropriétaires sondés. Principale qualité du syndic, il fallait en choisir qu'une. Alors, on part par la compétence, sinon aucun intérêt de poser la question. Non, parce qu'ils allaient tous dire qu'ils soient compétents. Oui, mais je ne sais pas, on peut le dire quand même aussi. Donc j'ose espérer qu'ils auraient mis ça en premier. Première, effectivement, réactivité, rigueur, disponibilité. C'était le trio. Le prix devait être vers le bas du classement. Et d'ailleurs, comme tu le disais, savoir que tu as 400 € par lot, pas forcément de copropriété. C'est-à-dire que, en fait, dès qu'il y a le prix et la qualité de service, les copropriétaires s'y retrouvent. Sur disponibilité, est-ce que le sens du mot n'évolue pas avec le digital ? Typiquement, pendant le confinement, vous avez, je crois qu'on peut rendre effectivement hommage à la profession, vous avez été disponible différemment. Bon, ce n'était pas physiquement dans les copropriétés, les gardiens, les concierges y étaient, mais le syndic était réactif différemment. Est-ce que le digital n'est pas un moyen d'être plus disponible et de répondre à cet objectif ? C'est un moyen qui est très intéressant. De toute façon, il faut vivre avec son temps, il faut évoluer. Je veux dire, on avait les convocations par fax. À l'époque, on aurait pu déjà les faire par voie électronique. Heureusement, on a supprimé ça. Maintenant, on peut effectivement les faire plus jeunes ne comprennent même pas ce que tu dis. Que veux-tu par facsimilé, tu vois ? Il y a eu le Minitel aussi, une époque, vous expliquera. Ouais, ça, on ne pouvait pas les faire par le Minitel. C'est dommage, on aurait dû y penser.
pensée. Mais voilà, effectivement. On est Après, joignable, il n'y a pas besoin des nouvelles technologies pour être joignable. Les mails, les gestionnaires gèrent entre 60 et 70 mails par jour. Après, alors ça devient aussi un autre sujet. J'allais venir. J'allais venir. Il y a cette problématique où, et là, il faut aussi cadrer avec le propriétaire. Je veux dire, on ne peut pas envoyer 10-15 mails à chaque fois auprès du syndic. Surtout que le mail a cet inconvénient, je pense que l'on a tous, on l'a envoyé. On attend, mais ça fait 10 minutes que je lui ai envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, on le fait tous. On n'a plus de patience, c'est clair. On le fait tous. Et c'est vrai qu'après, il faut faire attention, effectivement. Ça simplifie, ça améliore. Après, il ne faut pas non plus, je veux dire, mais ça, on l'a dans tout le travail, être envahi. Donc après, il faut aussi voir avec les conseils syndicaux, avec les copropriétaires, pour les canaliser. Je parlais d'extranet, on a aussi des réponses a priori à des questions qui seraient posées sur l'extranet. Tout à fait. Et plus il sera riche, peut-être plus... Bien évidemment, parce qu'après, c'est un peu l'objet. Je veux dire, le conseil syndical qui va demander un document au syndic, le syndic qui va lui dire, au bout d'un moment, certes maintenant on a la liste minimale des informations, des documents qui doivent y figurer. Ben non, je viens de le mettre, je l'ai mis hier, vous pouvez le trouver sur extranet, vous le téléchargez, vous avez les codes. Donc c'est clair qu'on a plus de disponibilité par rapport au syndic, donc pour gérer effectivement les dossiers plus importants que d'envoyer un courrier ou transmettre un document et le scanner. Moins de frustration du côté des copropriétaires parce qu'ils gagnent effectivement de la rapidité, la célérité, ils ont de la réactivité. Donc sur ce point, c'est très intéressant. Après, c'est clair qu'il y a l'évolution des technologies, on ne pouvait pas ne pas en tenir compte, genre ne pas pouvoir prévoir des assemblées générales en visio, je pense que on ne pouvait pas ne pas le prévoir. Par contre, après, en pratique, ça veut dire quoi? Moi, j'imagine... En pratique, moi, je voudrais juste faire une petite observation. Je ne citerai pas, je m'interdis tout ce qui est ad hominem, surtout que je pense à quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect professionnel, qui, avant le confinement, était férocement opposé aux assemblées générales virtuelles avec des vrais arguments, qui, en cours de confinement, moi j'ai organisé un débat, le ministre était là, a dit avec quelle chaleur il attendait qu'on puisse faire ça. Voilà, donc il y a eu des conversions quand même aussi. Mais un autre exemple, le vote par correspondance. Si je dirais le nom, si on me demande. Vote par correspondance qui divisait clairement aussi bien les associations que les professionnels. Même chose. C'était clivant. Au groupe de travail de la chancellerie, ils font un petit sondage sur un questionnaire, 13 organisations favorables au vote par correspondance, 12 défavorables. On peut difficilement faire plus clivant. Bilan des cours, je pense que la crise qu'on voit tous trouve que le vote par correspondance, malgré tous ses défauts, présente quand même un grand nombre de qualités pour le coup. Même si effectivement ces défauts, genre les problématiques pratiques qui vont se poser sur j'ai pas paraphé chaque page, est-ce que ça a une incidence, j'ai mal coché. Oui, la sécurité aussi. La sécurité, je dis pas posée, mais il n'empêche que ça permet. On a de réels outils. Alors, Caroline Jaffel voulait prendre de la hauteur. On parlait de la loi Hoguet, c'était tout à l'heure une allusion à la loi Hoguet. Le vote par correspondance. Moi, j'étais complètement opposée parce que j'ai toujours entendu dire par la commission relative à la copropriété et M. Capoulat que la décision se prenait au sein des assemblées générales après un délibéré. L'Assemblée délibère, discute avec... Et tout est possible jusqu'au moment du débat, finalement. Voilà. Et quelquefois, les questions de l'ordre du jour ne sont pas très clairs, les projets de résolution non plus, et on se dit, à l'Assemblée générale, le syndic va expliquer, chose qu'il fait, et je prendrai ma décision après, d'autant que la décision peut être modifiée avec l'intention qu'on avait avant d'arriver, et puis le moment où on vote. Il y a un appauvrissement de la démocratie? Alors, oui, c'est-à-dire qu'on a changé de démarche, cette démocratie directe qui était voulue au sein des copropriétés et qui se résolvait si les gens ne pouvaient pas venir par le mandat, le mandat donné à d'autres copropriétaires ou à des tiers, oui, le mandat. Toujours est-il que lorsque est arrivé le confinement, j'ai interrogé des membres du conseil syndical, enfin, des gens qui sont plutôt âgés, qui ont donc très peur du Covid-19. Oui. Et je leur ai dit, bon, le syndic fait la convocation le 9 septembre, vous y allez, vous donnez un mandat, et ces personnes-là m'ont dit, on a voté par mail. Et je me suis dit, bon, finalement, le mail, la correspondance, je pense que c'est acceptable, et tant mieux, compte tenu de la crise. Cela étant, je suis assez d'accord qu'il va y avoir des litiges après, parce que le vote par correspondance, c'est un peu comme le vote
j'allais dire, la loi de 65 s'est beaucoup inspirée de ce qui se passe en démocratie pour le vote de nos députés, etc. Et on sait tous les contentieux qui sont liés à ce type de vote. Mais pour le moment, compte tenu de la crise, je trouve que c'est une bonne chose. Vous vouliez parler de l'avenir de la loi Hoguet, parce que je tiens vraiment à ce que les questions ne tout soient à pas fait. négligées, ça vous permettra de compléter aussi, ne vous Oui. inquiétez pas. C'est dans la loi de 65, le droit de la consommation est entré, alors depuis pas uniquement depuis la loi Elan, hein, ce qui fait qu'il y a ces amendes, ces machins, qui sont presque de l'affichage, parce que s'il faut aller devant le tribunal où maintenant l'avocat est toujours obligatoire, hein, pour toucher, même sur plusieurs jours, 15 jours de retard par jour, financièrement, je crois que ça ne vaut pas le coup. Oui, un Enfin, enjeu bon, de 200 euros, voilà. ce sera... Voilà. Mais ce qui est important, c'est que à côté de la loi de 65, les syndics ont l'obligation de respecter la loi Hoguet, qui est une loi de police, sanctionnée pénalement. Et ce qui est le plus important dans la loi Hoguet, c'est la garantie financière. C'est-à-dire que depuis qu'on a le compte séparé obligatoire généralisé, moi je trouve ça très bien, la comptabilité... Vous êtes constante, vous pensez ça depuis très longtemps, depuis Oui, toujours. Tout à fait. Donc, c'est très bien qu'on ait un compte séparé, que lorsqu'il y a un changement de syndic, on transmette de manière dématérialisée dans un délai assez court les pièces, mais on a enlevé la remise des fonds. Or, les fonds, ce n'est pas uniquement les 3 francs 50 ou les 3,50 € qu'on a au fond du tiroir. C'est le carnet de chèques. Il n'y a pas dans l'ordonnance Elan aujourd'hui la remise des fonds, que ce soit sous forme de carnet de chèques ou sous forme de... C'est pas parce que vous donnez l'indication de compte en banque que le syndic ne va pas pouvoir piocher, ou un gestionnaire. Hein. Et le syndic qui sait que dans les agences, il peut y avoir des détournements de fonds ou des moments où l'agence marche sur une patte, qui a la garantie financière derrière, parce que le syndic, il paye pour avoir une garantie financière à hauteur des fonds qu'il détient et détenir qu'il gère, même si les fonds sont en banque. C'est très bien. C'est très bien sur le principe, simplement il y a un hic. Il y a un hic, c'est que lorsque la garantie financière doit être mise en œuvre, on a rajouté dans le décret de 72, c'est-à-dire le décret d'application de la loi Hoguet, dans les années 90, une petite phrase qui se révèle être assassine. Il est écrit dans le décret que le syndicat doit justifier d'une créance certaine, liquide et exigible. Or, quand on voit que les copropriétaires, ou le syndicat, parce que le syndicat il est plus représenté par le syndic, puisque le garant est mis en œuvre, eh bien, il n'y a souvent pas d'AG qui s'est tenu, il n'y a pas d'approbation des comptes, eh bien, certains garants, qui ne sont plus comme avant les garants des sociétés mutuelles, hein, qui sont maintenant des assureurs spécialisés, ils viennent dire, mais le syndicat ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, et les tribunaux soit déboutent, hein, ou au mieux ordonnent une expertise, alors que ça devrait être un mécanisme qui n'est pas mis, comment dire, c'est pas dans tous les syndicats qu'on va avoir la mise en œuvre, mais lorsque la garantie est mise en œuvre, il faudrait que ce soit rapide et effectif. Or, le syndicat doit justifier, il faudrait modifier afin d'éviter ces jurisprudences qui déboutent. Dans le meilleur des cas, il est ordonné une expertise comptable et financière que paye le syndicat. Et au bout du compte, la cour d'appel, parce que bien souvent au niveau de la cour d'appel, le syndicat obtient quelque chose. Il y a plusieurs années qui s'écoulent. La cour de cassation considère que c'est du fait. Donc, mon message, quelque part, ce serait de dire, c'est peut-être pas grand-chose à faire, mais d'enlever cette phrase pour pouvoir dire, le cas échéant, que le syndicat produit les éléments en sa possession. Voilà. C'est une suggestion, on pourrait même imaginer une modification du mode de garantie et passer d'une garantie au marc-le-franc à une garantie indéfinie.
c'est aussi un sujet. Alors, les questions, est-ce qu'on prend... Il n'y en a pas, alors ce sont celles de la salle. Je voudrais C'est tant juste mieux. ajouter une dernière chose. Ah, j'aurais été étonné, Parce que, mais je Vas-y. recentre sur le sujet, la consécration du mission du syndic, la loi Elan. Je pense que c'est plutôt la loi Elan qui consacre le conseil syndical. On n'a pas parlé de la délégation. Allez, tout à fait vrai, Voilà, on n'a vas-y. pas parlé de la délégation au conseil syndical votée par l'Assemblée générale pour lui permettre de prendre toute décision votée à la majorité de l'article 24, sauf l'approbation des comptes, l'approbation du budget et, Oui. et les adaptations au règlement de copro. Donc en gros, tous les travaux d'entretien qui se votent à la majorité de l'article 24. Et pour une durée définie. Hein. Et pour une durée maximum de 2 ans, C'est ça. et dans le cadre d'une enveloppe. Bon, je pense que c'est surtout la consécration du conseil syndical. Il y a cette délégation, le fait que le président du conseil syndical, je l'ai dit tout à l'heure, puisse assigner le syndic, le fait que le conseil syndical ait droit indirectement à des pénalités quand on ne lui donne pas des documents. C'est vrai qu'au début, la loi Elan, c'était un changement dans la gouvernance. Donc il y a de la cohérence. Le conseil syndical a effectivement plus de pouvoir, et encore, parce que bon, la délégation, on en parlait tout à l'heure, ça ne va pas aller chercher loin, hein, la confiance a des limites entre les voisins, mais pour en revenir au rapport conseil syndical-syndic, je rappelle que dans la loi de 65, le conseil syndical, c'est à l'article 21, alinéa 1er, le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic. Je ne voudrais pas que ça devienne l'inverse. Alors, est-ce que je te prends au mot sur ce sujet et ce qui m'y fait penser, c'est une demande conjointe d'ailleurs de l'AFNAIM, de l'UNIS et de Pluriance dans un récent communiqué de presse sur la rénovation énergétique des copropriétés, engagement de rénover 50 000 copropriétés au cours des 3 années qui viennent, hein, mais des conditions. Les conditions, on en a rappelé certaines, hein, c'est d'avoir un plan pluriannuel, et c'est aussi que la décision du diagnostic technique global puisse être prise par le conseil syndical. Donc on est dans cette veine-là. Est-ce qu'il n'y a pas une réévaluation du rôle du syndic indirecte à avoir un interlocuteur plus agile, on va dire, plus maniable? J'ai toujours considéré qu'effectivement l'Assemblée générale était un organe lourd et bloquant pour les affaires courantes de l'immeuble et pour au moins initier des travaux, initier des projets. Il faut toujours que ce soit l'Assemblée générale qui vote à un moment donné. Tout à fait. Quand il y a des enjeux financiers importants, c'est l'Assemblée Au-delà générale de qui doit voter les travaux. Et c'est vrai que tout ce travail d'initiative préparatoire, missionner un architecte, commander un DTG. Un DTG, ça coûte 3 000, 4 000, 5 000 euros. Le conseil syndical aujourd'hui n'a pas normalement le pouvoir de prendre cette décision. Sachant qu'on ne fait qu'une seule assemblée générale par an, hein, puisque la copropriété, c'est le temps long. Il y a aussi la question du rythme, tout à fait. Il y a une assemblée générale par an, c'est très long. Les gens ont le temps, entre 2 AG, de se démotiver. Certains s'en vont, d'autres arrivent. Il faut tout leur réexpliquer. Donc c'est vrai qu'on a toujours été favorable à un renforcement des pouvoirs d'initiative, en tout cas du conseil syndical, mais j'ajoute, allant de pair avec un renforcement des pouvoirs aussi du syndic. C'est clair. Parce qu'en pratique, et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, le syndic et le conseil syndical sont les 2 organes moteurs qui font tourner un immeuble, et si on ne leur donne pas un peu plus les coups des franches, et qu'on renvoie systématiquement à l'Assemblée générale, qui est un organe irrationnel, hein, en Assemblée générale, surtout le soir, on en parlait tout à l'heure, les gens sont fatigués, il n'y a plus de lucidité. Oui, mais c'est le principe de la démocratie. Après, on parlait tout à l'heure, est-ce que le vote par correspondance est des lois qui sont de la nuit aussi. est en quelque sorte un peu une atteinte à la démocratie? Je ne trouve pas, mais il n'empêche que l'Assemblée générale est souveraine, c'est le principe de la démocratie. Dire que finalement, les copropriétaires ne peuvent pas voter parce que le soir, ils sont un peu fatigués, ils n'ont qu'une envie de rentrer chez eux, et qu'au lieu de laisser la légitimité aux assemblées générales de voter, on va laisser ça à 3-4 personnes, certes, qu'ils ont désignées, mais qui restent quand même du coup qui une ne sont démocratie pas indirecte. formés. Ça fait longtemps que je demande qu'il y ait une formation. Il n'y a pas d'obligation de formation. Pas d'obligation de formation. Alors, y a-t-il une ou 2 questions dans la salle? Nos débatteurs se feront un plaisir d'y répondre. Le micro justement pour permettre aux gens de... Voilà. Audible. Ah, Attends, Jean-Luc. non, Jean-Luc, il faut que... Ah d'accord, ok. Non, rapidement. Non, je disais, en même temps, j'ai trouvé mon maître, on m'accuse toujours de trop parler. Alors là, bon, ceci étant dit, très rapidement, j'ai fait une assemblée générale de tous les confrères de PACA il y a 15 jours. J'ai été atterré de la réflexion des jeunes confrères qui ont 40 ans.
qui a été de dire, jusqu'à maintenant, j'ai suivi le métier de mon père, et maintenant, je dirais à mes enfants, surtout de ne pas faire le métier de syndic. Ça rejoint effectivement ce que disait Gilles tout à l'heure par rapport aux gestionnaires de copropriété, qui plus est dans cette période-là, qui n'en peuvent plus. Il y a eu un transfert de charge, on parlait des nouvelles technologies. À l'époque, un gestionnaire de cabinet, je travaille depuis 1973, j'ai fait 14 000 réunions d'Assemblée Générale, donc je crois savoir de quoi un peu je parle. À l'époque, un gestionnaire de copropriété gérait à lui tout seul environ, allez, on va dire 3500 lots de copropriété, parce qu'il avait une assistante, etc. Aujourd'hui, il arrive péniblement à en gérer la moitié. Pourquoi ? Parce que, d'abord, les choses se sont énormément complexifiées, et deuxièmement, il y a eu un transfert de charge, si vous voulez, en ce sens que le gestionnaire est devenu gestionnaire et assistant ou assistante. Puisque maintenant, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, il faudrait qu'il réponde à 80 mails par jour. Il répond au téléphone, puisque les clients, en règle générale, quand on travaille en proximité, ils ont le téléphone portable du gestionnaire. Donc là aussi, c'est inquiétant pour l'avenir. Avant, quand on travaillait, quand on allait dans une copropriété, vous l'avez dit tout à l'heure, on était reconnu comme le partenaire de la copropriété. On était là pour défendre les copropriétaires, on était l'avocat de la copro, on était le notaire de la copro. Aujourd'hui, avec cette déviance depuis les années 80, on parle du syndic d'une manière défavorable. C'était pas une question en fait. Non, c'est pas une question, c'est pour expliquer mon point de vue. Et moi, la question Je que ne j'avais voyais posée... pas le point d'interrogation. La question que j'avais posée justement, c'est à monsieur de la CLCV, avec lequel on travaille d'ailleurs dans de bonnes conditions, chacun défend ses arguments, mais je dirais que c'est constructif, on travaille dans de bonnes conditions. D'abord, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, c'est consommateur. Pour moi, un client de copropriété, c'est pas un consommateur, c'est un client. Ça, c'est un point de vue. Mais deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de, je dirais, tirer haro sur le baudet au niveau du syndic, de décrier les syndics, alors qu'on devrait décrier certains syndics, parce que dans toutes les professions, il y a des brebis galeuses. Au lieu de parler de on peut regretter qu'il n'y ait pas de commission de discipline. Ici même, je me suis intervenu. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, revoir, on en parlait de cette consécration de syndic, mais qu'il y ait un langage un petit peu différent. On parle maintenant, effectivement, de plan pluriannuel de travaux. On n'a pas attendu au niveau de l'UNIS, au Grenelle de l'environnement, déjà on s'en est occupé. Comment voulez-vous qu'un syndic puisse raisonnablement et tranquillement travailler avec ses copropriétaires s'il sait qu'il est sur un siège éjectable annuel? Donc là, il faudrait quand même revoir, je pense, je voudrais votre point de vue là-dessus, revoir la position de certaines organisations ou autres, et je ne vous attaque pas personnellement parce que vous êtes constructif. Donc ça, c'est pas du tout vous qui êtes en cause. Mais c'est pour ça qu'on l'a choisi. Non, mais voilà, très bien. Merci. Mais parce qu'on avait le choix. Hein. À aujourd'hui, moi, je voulais simplement tirer une sonnette d'alarme. Attention. J'espère que vous resterez longtemps dans la profession, que votre cabinet ne sera pas vendu. Si demain, votre cabinet venait être vendu, dites-moi à qui il serait vendu. Voilà, c'est tout. Donc, dans quelques temps, malheureusement, on est en train de démoraliser, de démobiliser les petits cabinets. Pour l'instant, on n'a pas de mal à vendre un cabinet de syndic. Hein. Ouais, c'est d'une liquidité totale. Hein. Après, c'est la problématique de la concentration des... voilà. Pour l'anecdote, hein, le Conseil national de la consommation avait, lorsqu'il avait été saisi sur ce sujet en 2006-2007, mis dans sa recommandation, mais ça n'a pas été suivi d'effet, qu'il y ait déjà, donc 2006-2007, hein, qu'il y ait une étude qui soit réalisée sur le phénomène de concentration des syndics. C'est exact. Voilà. Il n'y a jamais eu cette étude, ce qui est dommage. Je pense que là, elle est plus que jamais d'actualité. Vous me posiez la question, effectivement, sur la relation de confiance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur la situation actuelle, et là, je vais vous le dire sincèrement, c'est-à-dire que même en dehors de toute casquette ou toute représentation, je pense vraiment qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu également une certaine responsabilité des professionnels, ne serait-ce que par une certaine passivité ou un défaut de réaction sur certaines pratiques. Le contrat type loi Allure, c'est quoi? C'est 20 années. 20 années de débat, de discussion, d'abus, avis du Conseil national de la consommation. 10 ans après, il est ressaisi. Change toujours Excès rien. sur les prestations annexes. Ouais, voilà. 2 recommandations à la commission des clauses abusives. Un arrêté. Il y a eu ces discussions, je veux dire, et puis au fur et à mesure, quoi, voilà, 90, 2000, ainsi de suite. À la fin, j'ai presque envie de dire, on siffle la fin de la récréation. On parle souvent de la rémunération.
des syndics. Je me rappelle encore... Qui est libre. Tout à fait. Qui est libre. Pour l'instant, mais en même temps, je vais rentrer dans le débat. Donc tout à fait, qui est libre. Je me rappelle d'une réflexion que j'avais faite lors des débats sur la préparation de la loi Allure. C'était organisé au sein de la FFB, me semble-t-il, où j'avais indiqué, certes, il y a toujours ces débats sur la rémunération, il y a eu un défaut de réactivité, je pense, des professionnels sur ces pratiques de dumping tarifaire. Je n'apprends rien à personne. Comment est-ce que vous voulez dire, 20 ans après, comment est-ce que vous voulez qu'un copropriétaire, s'il s'intéresse qu'à minima à sa copropriété et qu'il regarde uniquement ce qu'il ne faut pas que regarder, à savoir le coût du syndic, parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Si on regarde juste les honoraires, franchement, on passe à côté de beaucoup. Quel est le prix, effectivement, du syndic ? Et Gilles, à mon sens, l'a parfaitement démontré. Je veux dire, effectivement, il fait un contrat tout compris. Il a plus du double de ce que certains peuvent, ou presque, de ce que certains confrères peuvent proposer. N'empêche que les copropriétaires, je pense, sont satisfaits. J'ai des amis qui sont syndics, effectivement, qui Des amis syndics. Ah, tu t'imagines ? J'aurais pas cru. Hein. Wow, ça va loin, là. Attends. Des syndics bénévoles. Je vous ai dit, pour être subversif, il y a quand même des limites. Je ne veux pas non plus... Ah, bénévole. Des syndics bénévoles. Ah, c'est un ancien de la CLCV. C'est un ancien de la CLCV, d'accord. On en parle depuis 2014, on rappellera. Je le dis régulièrement et je le répète, c'est que effectivement, ça peut être amusant. Les professionnels syndiqués demandent. Ah, il y aura une question. Il y a une question là ? Ah oui, mais parce qu'il y a des intermittences, effectivement. Ah, peut-être que tu as appuyé sans le vouloir, non ? Ou c'est la batterie qui flanche ? Pardon. C'est mieux là ? Ah oui, voilà. Vous voulez que je reprenne un petit peu Non, c'est vrai. Et donc c'est vrai que là, en fin de compte, les bons payent effectivement pour les mauvais. On parlait très rapidement, c'est vrai que tu avais abordé la question de la commission de discipline. Je me suis déjà prononcé à plusieurs reprises dessus, non pas, je suis bien évidemment favorable à l'instauration de cette commission, mais mine de rien, vous avez quelque chose que je trouve qui est très beau et que vous ne mettez pas en avant, à savoir vous êtes une commission qui n'est pas ordinale, avec pourtant un code de déontologie, pas beaucoup, et en plus une commission unique. de discipline. C'est un et au schéma sein de unique. voilà, je le dis à plusieurs reprises, je trouve que franchement c'est beau parce que vous avez rarement de telles configurations, avec en plus au sein de cette commission de discipline des représentants, des clients, des consommateurs, ce qui n'était pas gagné parce qu'il y avait quand même au tout début, je me rappelle à l'époque du livre blanc, FNAIM, CNAB, UNIS, on était encore entre les deux à ce moment-là, où association de consommateurs, non, les avocats, ils n'ont pas dans leur conseil de l'ordre des représentants de leurs clients, pourquoi nous ? Bon, moi, je rétorquais un petit peu de façon un peu provocante. Les avocats, ils existent depuis 2000 ans, vous non. Donc après, ils ne sont pas le même recul. J'avoue, c'était de façon un peu provocante. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a cet élément. Moi, je trouve potentiellement dommage que la commission de discipline, d'une part, n'ait pas été mise en place. D'autre part, pour moi, elle a été supprimée. On a beau dire qu'elle existe toujours sur le papier. On est bien d'accord. Dans la loi Elan, puisqu'on parle de consécration. C'est comme la concertation bisannuelle. Elle a été, elle a été privée. Mais s'il faut se battre sur quelque chose, c'est plus sur la commission de discipline. Rappelons que la loi Elan l'a privée de son appareil de sanction que la loi Allure lui avait donné. Mais tout à fait. Alors après, c'est vrai que la loi Égalité-Citoyenneté avait fait de cette commission de discipline et du CNTG un monstre de complexité, à la rigueur, et vraiment... À la demande des organisations professionnelles. À la demande des organisations la professionnelles. commission de discipline, on peut en parler, commission de contrôle. Commission de contrôle. Non, mais commission de contrôle. Du CNTGI. Moi, personnellement, en tant que professionnel, ça me gêne d'être jugé. Alors, elle n'a qu'une mission d'instruction. Mais ça me gêne quand même d'être jugé, entre guillemets, par une commission composée en partie de représentants des consommateurs.
Les syndics... On risque de ne pas les mettre d'accord là-dessus. Les syndics... Hein. Enfin, je veux dire, ça peut durer, dans un état de droit, il y a des procureurs, il y a des magistrats professionnels, il y a des brigades financières. Quand un syndic dérape et quand un syndic ne respecte pas la loi, c'est pas à des commissions de contrôle de faire les inquisiteurs, les instructeurs et les juges. Donc, il y a, ou alors on dit clairement qu'il y a un ordre. Hein, mais on n'est pas dans l'entre-deux. Mais s'il y a un ordre, il n'y aura pas les représentants des consommateurs. Mais on peut, la commission de contrôle découle même du code de déontologie. Si on a un code de déontologie, mais pas de commission disciplinaire de contrôle pour s'assurer du respect du code de déontologie. Qu'elle a été enrichie par des obligations de formation contre la discrimination. Non, mais je ne remets pas en cause l'existence de la commission de contrôle, mais c'est juste que moi je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait des représentants des consommateurs dans cette commission, c'est tout. Non, mais après, de fait, on va faire le même défaut. Alors, déjà, là encore, je veux dire, on n'est pas sur mes la clients, même quand ils me jugent, ils résilient mon mandat. On n'est pas sur la même antériorité par rapport à d'autres professions, mais il est clair qu'il y a toujours, et ça on l'a, je veux dire, pour toutes les autres professions ordinales, un code de commission de discipline, bon, c'est un entre-soi, bien évidemment, et c'est exactement ce qui va se dire. Quand bien même le travail de cette commission serait sincère, il paraîtrait biaisé par manque de transparence, précisément parce qu'il n'y aurait pas ne serait-ce qu'un seul représentant des consommateurs qui serait là, à la rigueur presque à titre de regardant. C'est discutable. La justice exercée par les pairs n'est pas la plus gentille. Hein. Alors après, franchement, des médecins qui sont radiés ou des avocats, c'est dans le cas d'infractions extrêmement graves. Quoi. Oui, sans doute. Sans doute. Je ne dis pas que c'est pas effectivement le plus gentil. Sont pas forts. Voilà, il y a le risque de l'entre-soi et moi je pense qu'il y aura de toute façon cette suspicion à cause de après le code de déontologie, donc c'est le décret de août 2015, il est quand même assez succinct. C'est pas ce que j'appelle un vrai code de déontologie. Il est fait d'ailleurs pour les 3 métiers de l'immobilier. Oui. C'est un peu ça aussi peut-être le problème historiquement. Et dans les écoles, c'est pareil. On a toujours mélangé depuis la loi Hoguet ces 3 métiers. Agent immobilier. Parce qu'on réglemente les activités et pas des professions. Oui. Alors, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est quand même 3 métiers qui sont assez distincts. Syndic, ça n'a quand même rien à voir avec agent immobilier. Et qu'on soit soumis au même code de déontologie, la même commission de contrôle, on va rester forcément dans des grands principes généraux sans rentrer dans le détail. Le code de déontologie, si on en faisait un juste pour les syndics, il serait beaucoup plus fourni. C'est fort possible. Il me souvient d'ailleurs qu'un magistrat de la chancellerie avait eu un projet resté secret d'un ordre des syndics professionnels. Nous en avions parlé, madame, il y a bien longtemps. Voilà. Et à l'époque, je me rappelle vous avoir dit qu'on n'en avait pas besoin parce qu'il y avait des organisations professionnelles. J'ai changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Je dis que j'étais favorable aux professions ordinales, mais bon, ça c'est... Non, tu n'as jamais dit que tu étais favorable. Non, tout à fait. Mais on voit que le débat, en tout cas, sur le contrôle, la discipline est très vif. Hein. On avait ouvert le sujet, le débat ici même. Hein. Vous avez bien voulu m'y associer il y a, je sais plus, il y a un an maintenant. Hein. Bon, voilà, ça ne se périme pas et même on a le sentiment que ça revient et que c'est relié à la question de l'honorabilité et du rôle, de respectabilité, de prestige. Je ne parle pas d'avoir une plaque. Hein. Monsieur Buzicazo, une petite parenthèse. Toute ressemblance avec des faits existants, etc. La déontologie, moi je trouve que c'est une bonne chose parce qu'elle permet de réfléchir, notamment auprès de vos étudiants. Ça permet de développer, de réfléchir. Donc, un code de déontologie... Même à minima. Ben voilà, tout à fait. En revanche, des commissions qui s'institueraient sans présence d'un magistrat, au moins pour présider, ça me gêne. Parce que le principe du contradictoire, enfin les principes qui règlent, si vous voulez, la procédure, les magistrats les connaissent, les professionnels ne les connaissent pas. Et... ces commissions dans lesquelles il y avait des magistrats qui apportaient, leur vision du procès, on va dire contradictoire du procès, ont été supprimées parce que la chancellerie avait dit à l'époque, les magistrats, c'est pas fait pour présider des commissions, c'est fait pour être en juridiction. Donc, pour faire des économies de magistrats, c'est vrai que la justice a besoin de bras. Eh bien, on a supprimé ces magistrats dans les commissions et je trouve que c'est dommage parce que ça a apporté l'équilibre nécessaire au délibéré, enfin à plein de choses.
On peut rappeler, peut-être David, qui a tout en tête, je vous donnerai la parole, sous quelle forme on attend cette commission dans sa dernière version? Il y en a eu plusieurs, en effet, tu l'as dit. Sa composition, son président, quelle forme elle devrait prendre? Parce qu'on critique beaucoup, mais on entend aussi que la ministre devrait assez rapidement la nommer. Donc, quelle forme aura-t-elle? En mémoire flanche, effectivement, on est sur une commission, alors on ne sait pas, avec des membres, un président qui n'est pas le membre du CNTGI, dont le secrétariat est assuré par la DGCCRF. Voilà. Je crois de mémoire, mais j'en suis plus certain, qu'il me semble qu'elle est paritaire professionnelle consommateur. Donc voilà, je ne sais plus s'il y a une personnalité qualifiée qui va dedans, ce qui n'est pas impossible. Si. La question se pose éventuellement de savoir si est-ce qu'on peut être, parce que là les textes ne disent rien, à la fois au CNTGI et à la fois à la commission de contrôle. La logique pourrait dire on ne peut pas être jugé parti, mais en même temps le CNTGI n'est pas juge, c'est une instance qui est consultative. Donc voilà, pour le moment on est sur ça. Elle est théoriquement... Alors après sa nomination, il faudra parler des moyens financiers de la commission. Ah ben les organisations professionnelles n'ont pas souhaité qu'elles je pense que les moyens financiers sont les mêmes que du CNTGI. Non, c'était juste une petite remarque par rapport aux commissions disciplinaires. Moi qui suis géomètre expert, à l'ordre des géomètres experts, vous avez un ordre ? Il y a un commissaire du gouvernement Absolument. qui siège. Comme dans tous les ordres. Donc c'est pas de l'entre-soi. C'était juste pour dire ça quand vous citiez. Et ça rejoint ce que disait Mme Jaffiel, c'est-à-dire la compétence. On l'a aussi. Il n'y a pas de représentant de nos clients, des consommateurs entre guillemets, mais il y a quand même ce garde-fou du commissaire du gouvernement qui garantit un cadre juridique aux sanctions qui sont prononcées. Tout à fait. Après, je fais la même remarque à toutes les professions ordinales. Ils disent, il n'y en a pas ici, pourquoi, il n'y en a pas ailleurs, pourquoi il y en aurait ici? Je dis, mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas représentant des consommateurs? C'est pas non plus un gros mot, d'une part. Après, sur l'évolution de la commission, parce qu'elle a beaucoup évolué, je crois me souvenir, peu de temps après l'affaire Urbania, où il y a eu un projet de loi qui n'a jamais été débattu, loi entremise gestion immobilière, qui prévoyait une commission de contrôle et de discipline des activités, et dont la composition était telle que vous aviez de la chance d'avoir un siège. Et je ne dis pas que c'était une bonne chose, mais là, très clairement, les professionnels, ce qui était l'un des éléments qui avait été les plus crispatoires en quelque sorte. Mme Malio-Marie, garde des Sceaux. Et Mercier, après effectivement, il y avait Mercier, me semble-t-il, et voilà, sur la suite, où on était avec représentants universitaires, magistrats, procureur, il y avait un professionnel, parce qu'après tout c'était quand même l'activité des professionnels, il fallait qu'ils soient là. Par contre je ne sais plus s'il y avait des consommateurs, mais voilà, il y a eu quand même une évolution sur la composition même de cette commission, qui là pour le moment, moi j'attends essentiellement sa mise en place. Un mot sur les moyens, je disais tout à l'heure, ne vous y trompez pas, qu'en effet les organisations professionnelles, au moment de la fabrication du projet de loi Élan, les deux grandes organisations professionnelles administrateurs de biens ont marqué leur insatisfaction qu'il y ait un projet de cotisation pour faire vivre cette commission, et donc ça a disparu. J'entends dans les deux organisations professionnelles, autre temps, autre mœurs, qu'il y aurait une palinodie et un remords. Moi, ça me va. Mais en tout cas, à ce jour, il n'y a pas de moyen parce que les organisations professionnelles n'ont pas voulu. C'était dans la loi égalité et citoyenneté avec, si ma mémoire est bonne, un maximum qui était fixé forcément par la loi de 50 € par an et par... professionnel, je crois. Oui, c'est ça, et par professionnel, tout à fait. Ah ben au départ, c'est un coup de la vie. Hein. Après, il y aura une révision bisannuelle du montant, vous voyez. Une dernière question peut-être avant de clore le débat. Oui. Bonsoir, oui. Corinne Leloup, donc gestionnaire de copropriété dans un cabinet de syndic indépendant. Question pratique et technique. Quel système utilisez-vous si vous faites des assemblées en visioconférence qui soient valables légalement et fiables légalement? Qui assure le degré de sécurité maximum. Alors c'est une très bonne question, parce que ça, pour le coup, je parlais de ceux qui avaient pu être sceptiques, il y a aussi ceux qui étaient sceptiques pour cette très bonne raison, que la sécurité n'était pas assurée par les dispositifs qu'on connaissait. Alors, les éditeurs ont évolué, les SS2I, des startups ont proposé des solutions. Aujourd'hui, on parle pour faire de la pub, mais pourquoi pas non plus. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à utiliser? Je ne sais pas si David... Les garanties d'identification. Alors, bon, il y a des outils, il y a des boîtes comme Assignment, Appli Syndic, Foncier utilise Fuse, garantie d'identification. Il faudrait aussi qu'il y ait une garantie d'identification en présentiel. Parce que normalement, on est censé demander la carte d'identité au copropriétaire qui vient signer la feuille de présence. Personne ne le fait.
Oui, personne ne le fait. Donc exiger une garantie d'identification assez élevée, technique, technologique, pour la visioconférence, alors que pour le présentiel, chacun qui vient avec sa convocation dans la main, il signe en se présentant comme étant le copropriétaire, il y a quand même une réflexion. Voilà. Après, pour en revenir à la question, il y a donc des outils. Nous, personnellement, on ne s'est pas précipité au cabinet sur la visio. Nos clients, nos copropriétaires continuent de venir. La règle des 15% pour les pouvoirs nous aide pas mal. C'est vrai que ça, c'est les ordonnances Covid, valables jusqu'au 31 janvier. Qui seront peut-être pérennisées. Mais c'est pas mal, les 15% sur des grosses copropriétés, c'est pas mal. C'était déjà passé de 5 à 10, donc ça c'était assez intéressant. Mais la visioconférence, il faut se souvenir quand même qu'au départ, le formulaire de vote par correspondance et la visioconférence, dans l'idée du législateur, c'était pour mettre un terme à l'absentéisme. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, mais le problème de l'absentéisme, c'est pas que les copropriétaires ne peuvent pas venir, c'est qu'ils ne veulent pas venir. Voilà. Donc, on aura beau leur mettre à disposition des formulaires de vote par correspondance. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne le renvoient pas, ce formulaire. À l'époque, ils ne renvoyaient déjà pas le pouvoir, un pouvoir avec consigne de vote, qui est quasiment un formulaire de vote par correspondance, c'est la même chose. Ils ne le renvoient pas. Ils renvoient, même quand il y a des gros travaux. Il y a des gros travaux, ils ne renvoient pas le pouvoir, ils ne remplissent pas le formulaire et ils ne viennent pas. Ils ne lisent pas le procès-verbal. Oui, mais ils ne contestent pas non plus puisqu'ils ne lisent pas le procès-verbal. Et quand ils reçoivent le premier appel de fonds, les 2 mois, de toute façon, sont déjà passés. Donc ils se disent, qu'est-ce que c'est que ça? Donc le problème de l'absentéisme, c'est un problème c'est une question de désintérêt pour la chose commune, pour l'intérêt collectif. C'est vrai qu'on se replie maintenant, c'est le problème de l'individualisme, sur son appartement. Dans des immeubles, les appartements sont nickel, la cage d'escalier est pourrie. Bon, donc il y a un véritable désintérêt, et on aura beau faire de la visio, des votes par correspondance, ou même d'aller les chercher chez eux, de toute façon... Ça obéit à des logiques plus profondes. Voilà. Le problème est ailleurs. Je ne suis pas totalement d'accord. Juste un point, je peux être bavard aussi, c'est ça le problème. 30 secondes, parce qu'on me fait les gros yeux. Il y a un organisateur qui est plus important que moi. Des copropriétaires qui ne veulent pas, je suis d'accord, il y a parfois un désintérêt total, il y a parfois une lassitude. C'est toujours les mêmes choses, des débats parfois qui sont peu intéressants, ou des personnes qui ont des mauvaises expériences et qui du coup disent maintenant j'y vais plus parce que ça sert à rien. Il n'empêche qu'il y a des copropriétaires qui ne votent pas parce que éloignement géographique, connaissent peu ou pas les occupants de l'immeuble, savent pas à qui envoyer le mandat, du coup ne l'envoient pas. Donc je pense que même si parce qu'ils sont investisseurs, c'est un grand sujet. Mais pas que, effectivement, il y a les investisseurs. Alors là, c'est une autre mentalité, donc on est sur autre chose. Je parle vraiment de copropriétaire qui a éventuellement une résidence secondaire. Donc je pense que ça pourra améliorer la participation. Je dis pas que ça va la révolutionner, que ça va augmenter la participation de 20%. Mais même tu es plus optimiste et tu entres dans ce qui était la logique du législateur. Voilà, moi je pense que ça va quand même améliorer un Pouya peut-être, mais il faudra voir. Par contre, juste un point technique, alors je ne sais pas quels sont les logiciels les plus performants sur ça, mais vous avez 20 copropriétaires qui sont en visio, sachant que le procès-verbal doit indiquer les incidents techniques qui ont émaillé la séance. Tout à fait. Concrètement, quand vous êtes en assemblée générale et que vous êtes approbation des comptes, bon, tout le monde est pour. Ok, donc pas de contestation. S'il y a une coupure à ce moment-là, ça veut dire que concrètement, vous allez demander à tous ceux qui sont en visio, monsieur Untel, madame Untel, vous êtes pour, vous êtes contre, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes techniques. Donc du coup, c'est vrai que là, ça va être... Non, mais en pratique, ça va être très compliqué. Et pour mais s'il y a eu un problème technique, genre, imagine la personne est uniquement en audio et que tu ne vois pas les grands signes derrière la caméra. Enfin, mais voilà. C'est bien pour ça que je disais que je ne m'étais pas précipité sur la visioconférence au cabinet. Et le formulaire de vote par correspondance, on parlait du principe démocratique. On va se retrouver avec des assemblées générales où, avant le début de l'assemblée, il y a des résolutions qui seront déjà pliées. Alors, les copropriétaires qui seront là, on va leur dire désolé, c'est pas la peine de discuter. Ils vont nous dire si c'est comme ça, moi l'année prochaine je viendrai pas non plus. Mais la cristallisation du vote par correspondance, et je m'arrête là, on l'a retrouvée de façon quasi similaire avec le mandat impératif. Parce que si Jean-Marc est au-dessus de moi, le Premier ministre Castex est au-dessus de nous et qu'il y a un couvre-feu. Voilà. Et donc on doit aussi penser à ceux qui doivent
retourner chez eux. Pour moi, si tu m'y autorises, je voudrais adresser mes remerciements à tous les débatteurs parce que j'avais demandé la liberté, l'impertinence en votre nom. Je trouve qu'on l'a eu. On est allé au-delà du sujet parce qu'il le méritait, peut-être même qu'il l'exigeait, en effet, hein, était un peu provocateur. Donc je remercie en votre nom. Vous les applaudirez collectivement parce que c'est leur seule rétribution. Hein, Caroline Jaffeuel, Gilles Frémont et David Rodriguez. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Il est tard, donc on va vous libérer. Un grand merci à tous les débatteurs. Merci à Henri pour avoir accepté la présidence de ce débat. Merci à vous pour votre participation. Et puis, je vous dis à demain pour des réjouissances relatives au conseil syndical et puis à l'Assemblée générale. Bonne soirée et à demain.